Bon, je vais vous demander un peu de silence, mesdames, messieurs, excusez-moi, mais là, il faut qu'on démarre parce qu'il faut que nous quittions la maison de façon précise. C'est un accord avec la maison. Vraiment, dernier délai, 9h moins 20, 9h moins le quart. Voilà, ça nous laisse du temps, mais enfin quand même. Donc, commençons si on veut laisser aussi quelques temps aux questions. Alors, sachant que cette année, on démarre vraiment un sujet complètement nouveau, comme vous l'avez vu, pour ceux qui ont reçu les mails, c'est la lutte des classes. Y a-t-il une nouvelle forme de lutte des classes en France ? J'ai été conduit depuis quelques temps, d'ailleurs depuis quelques années, à réfléchir sur ce thème, mais c'était pas très mûr. Et puis il y a un incident que je vais vous raconter d'ailleurs, qui fait que je me suis persuadé qu'effectivement on était en présence d'un phénomène de genre, qui ne touche pas que la France, d'ailleurs qui touche l'ensemble des pays occidentaux en général. Il y a une fracture croissante qui se fait entre une classe, disons, bourgeoise mondialiste, si vous voulez, et puis au contraire des gens qui souffrent de différents sujets, qui souffrent de l'immigration, de l'insécurité, ça peut se cumuler d'ailleurs, de relégation sociale, donc de sujets variés. Le chômage, par exemple. Le chômage, il touche quand même 10% de Français, et chez les jeunes de moins de 25 ans, il touche 25%, c'est énorme. C'est énorme. Moi, ça me frappe toujours, parce que j'ai tendance à comparer avec la Russie, comme je vais souvent en Russie. En Russie, le taux de chômage est de 1%, et chez les jeunes, dans certaines régions rurales isolées, ça peut faire 4%. Mais ça n'a rien à voir avec nous, strictement rien à voir avec nous. Bon, moyennant quoi, la presse vous dira tout le temps que l'économie russe ne fonctionne pas. Mais enfin, elle ne dit pas que l'économie française marche bien. Alors, je vais donc vous donner le programme, commenter très brièvement le programme de l'année qui vient, et puis ensuite passer à la conférence inaugurale, si je puis dire, à la conférence de ce soir. Donc, merci d'être venus nombreux. Je remercie tout particulièrement Monseigneur Karl de Bourmont-Parme qui est présent parmi nous, c'est un ami de longue date d'ailleurs, et qui a été, semble-t-il, attiré par ce thème de la lutte des classes. Alors, d'abord, le sujet. Alors oui, il y a donc 10 conférences comme d'habitude, puisque le but sera de faire un livre à la fin, comme je fais toujours. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que les conférences de l'année dernière ont été rassemblées chez l'éditeur, qui sera Bernard Giovannangeli, et je pense que le livre va sortir à peu près au moment des fêtes de Noël. C'est donc un livre, je le rappelle, sur le patriotisme. Le patriotisme, donc une valeur nécessaire à notre survie, quelque chose comme ça comme sous-titre. Bon, cette année, j'ai choisi la lutte des classes. Alors, d'abord, une première conférence ce soir sur la lutte des classes et le rapport à la souffrance. C'est un sujet qu'on traite finalement pas tellement, bizarrement d'ailleurs, y compris chez les sociologues, celui de la souffrance de certaines catégories de population, celui des choix aussi que les gouvernements doivent faire, parce que si c'était facile de gouverner, ça se saurait. Mais en fait, quand vous faites des choix, vous choisissez de faire souffrir une catégorie de la population au détriment d'une autre, nécessairement. Quel que soit votre choix, de toute façon, c'est inévitable, parce que les intérêts ne sont pas tous convergents. Donc ça, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. La deuxième conférence, donc la souffrance, donc c'est un peu une introduction. La conférence numéro 2, donc au mois d'octobre, c'est le 10 octobre. Elle portera sur les agents de cette nouvelle lutte des classes, parce que c'est pas la lutte des classes de Karl Marx, bien sûr, on n'est pas en 1848, donc c'est pas le patronat contre les ouvriers, pas du tout. C'est d'autres catégories sociologiques. Et donc là, je traiterai des élites mondialistes d'un côté et des peuples en souffrance qui sont de l'autre côté. Donc je vais essayer de détailler un petit peu ces élites, si vous voulez, la haute fonction publique, par exemple, que je connais bien et pour cause, et puis les évolutions qui ont eu lieu dans d'autres catégories sociales. Moi, j'étais très frappé quand j'avais 25 ans, 30 ans, etc. Je faisais beaucoup d'anticommunisme, etc. Et donc, je m'étais rapproché du patronat. Et le patronat de l'époque était vraiment, entre guillemets, de droite. Bon, des gens comme Chotard, tous les... ils défendaient des valeurs traditionnelles. Je veux dire, ils défendaient l'économie de marché, bien sûr, c'était leur vocation, mais ils défendaient aussi des valeurs traditionnelles. Et puis, j'ai vu grandes organisations patronales dériver peu à peu. La dérive a pris vraiment une accélération, je dirais, avec Madame Parizeau, qui vraiment avait repris à son compte les valeurs de mai 68, ce qui est assez curieux, en étant à la tête du patronat, c'était comme ça. Et voilà, donc c'est ce genre de choses que j'étudierai donc au mois d'octobre.
Et puis si les élites sociales, disons, se sont modifiées, ont changé de valeur, etc., en partie, hein, pas totalement bien sûr, il y a eu le même changement du côté du peuple. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez un peuple ouvrier, communiste ou socialiste, qui a petit à petit disparu. Il en reste encore, bien sûr, mais enfin, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et puis, ce peuple a changé de nature. Il travaille plus dans les services que dans les usines aujourd'hui. Et tous les sondages montrent qu'il est conservateur, je dirais, voire traditionnaliste. Ce sont les élites qui sont de gauche aujourd'hui en France. C'est pour ça que dans les grandes villes, les grandes capitales d'Europe d'ailleurs, c'est toujours des maires socialistes, hein, partout. C'est le cas à Paris, c'est le cas, enfin, socialiste ou apparenté. Hein. C'est le cas à Berlin, bien sûr. Et dans les zones périphériques des très très grandes villes, vous avez des populations qui sont beaucoup plus conservatrices, disons, pour prendre un terme assez général. Donc cette nouvelle forme de lutte des classes, donc, qui n'est pas du tout la même que celle qu'on a eue autrefois. Un patron contre ouvrier, c'est pas du tout ça. Ça serait plutôt mondialiste libertaire d'un côté contre population... oui, qui effectivement n'a pas des revenus très élevés, etc., mais enfin qui n'est pas nécessairement uniquement ouvrière, et population qui souffre notamment beaucoup de l'immigration, ce qui est un phénomène nouveau qui n'existait pas évidemment il y a 50 ans. Ensuite, le 28 novembre, conférence 3. Alors il y aura trois séries de conférences, la 3, la 4 et la 5, qui auront lieu le 28 novembre, le 19 décembre et puis en janvier à une date à déterminer, qui examineront en détail, c'est de la sociologie tout ça, au fond cette année on va faire de la sociologie. On va examiner 3 formes de sociologie, 3 formes de souffrance du peuple dans notre pays et accessoirement aussi dans les pays occidentaux. D'abord, la première souffrance du peuple, c'est ce qu'on appelle la relégation sociale, c'est le fait que les gens sont expulsés des centres-villes où ils habitent autrefois. Autrefois, à Paris, vous aviez un petit peuple qui habitait. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que le prix du foncier a tellement monté qu'il y a eu là aussi des migrations, disons, qui se sont produites, donc de nouvelles populations qui sont entrées dans Paris, et puis d'autres populations qui sont sorties. Donc il y a tout ça. Et puis il y a tout ce qui est lié à ces phénomènes sociaux qui sont liés au chômage, notamment, qui est vraiment un gros problème en France, et qui sont liés aussi à peut-être à l'écartèlement des revenus, notamment au sein de la classe moyenne, ce qui fait que certains sociologues aujourd'hui disent que pratiquement la classe moyenne est en train de disparaître. C'est-à-dire une partie est absorbée par ceux qui réussissent, et puis une autre partie, au contraire, se dégrade, voit son niveau de vie se dégrader. Donc, ce qui fait qu'il y a un écart qui s'accroît. Il y a de moins en moins de classe moyenne, il y a de plus en plus de gens, disons, relativement défavorisés, et puis aussi plus de gens favorisés qu'avant. Donc, ça crée une structure sociale différente et qui est beaucoup moins stable que celle qu'on a connue à l'époque où les classes moyennes dominaient l'ensemble de la société. C'est même ce phénomène de domination des classes moyennes qui a expliqué l'effondrement un peu du communisme partout, y compris en Occident. Alors ensuite, conférence numéro 4, c'est une deuxième type de souffrance des citoyens du petit peuple, si je puis dire, c'est les agressions physiques. On n'en parle finalement pas tant que ça, on en parle bien sûr, mais on en parle sous la forme du terrorisme, bien sûr, qui est la forme la plus spectaculaire, mais c'est l'agression par les délinquants, par les criminels. Alors il n'y a pas que le terrorisme, hein. Il y a bien d'autres formes beaucoup moins spectaculaires dont la télévision ne parle pas, mais qui sont quand même très réels. On est arrivé à une espèce de paradoxe qui fait qu'aujourd'hui, comme il faut se protéger de la délinquance, bien sûr, on met des codes sur toutes les portes de tous les immeubles. Moi, je me souviens d'une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, où les frontières de la France étaient relativement fermées, mais où on pouvait, quand on était dans les rues de Paris, on pouvait entrer dans n'importe quel immeuble, les portes étaient ouvertes. C'était les frontières qui étaient fermées. Maintenant, c'est le contraire. Les frontières sont des passoires, puis par contre, il y a des codes à l'entrée de toutes les maisons. Alors, on arrive... C'est comme un jour, j'ai vu, il y avait un communiqué, je ne sais plus de qui, d'une mairie importante du Midi de la France qui disait on va mettre partout des barrages en béton pour empêcher les camions de venir sur les trottoirs. Alors je disais, les barrages en béton, c'est pas dans les villes qu'il faut les mettre, c'est aux frontières qu'il faut les mettre. Ça, c'est du bon sens, mais bon, on en arrive à des choses aussi absurdes que ça. La dernière nouvelle, en l'occurrence, vous avez dû la voir, puisqu'elle date d'il y a 2-3 jours, c'est les barrières, certes en verre, qu'on va mettre autour de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel sera complètement barricadée. Ce qui est hallucinant, parce que si on commence par la Tour Eiffel, on peut le faire pour bien d'autres monuments aussi. Donc on va barricader tous nos monuments sous prétexte qu'on a des terroristes chez nous. Moi, il serait quand même plus logique d'abord de virer les terroristes, ou du moins ceux qui les fréquentent, et puis c'est un autre sujet, c'est le sujet du terrorisme. Mais enfin, j'y reviendrai au terrorisme dans cette conférence du mois de décembre. Au mois de janvier, on verra l'invasion migratoire, bon là je ne fais pas de dessin, tout le monde sait de quoi il s'agit, l'invasion migratoire
Et l'insécurité culturelle, c'est la formule que les sociologues aujourd'hui emploient pour en parler. Ils disent, quand les gens se sentent environnés d'autres personnes qui viennent de l'étranger, qui ont une autre culture, ils se sentent en insécurité. Ça s'appelle l'insécurité culturelle. Il y a d'ailleurs parmi ces sociologues, alors j'en ai choisi un pour le présenter un peu plus ce soir, parce qu'il a apporté beaucoup de réflexions sur tous ces sujets-là de façon très novatrice. C'est Christophe Guilluy, vous en avez peut-être entendu parler, qui est un géographe qui est devenu sociologue, enfin qui est sociologue, oui. C'est un géographie humaine, hein, donc ça part très vite sur la sociologie. Il a fait un livre qui s'appelle La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires. Et donc c'est vraiment, enfin c'est un travail scientifique, hein, c'est pas un travail politique. Et il a été amené à faire ce travail notamment pour comprendre la sociologie géographique des votes Front National et des autres votes aussi, qui est lié évidemment à ces phénomènes-là. Hein. Donc on peut faire circuler, mais je le récupère si vous voulez bien après. C'est simplement pour vous le montrer, c'est tout, parce que j'en ai encore besoin. Donc ça, c'est le mois de janvier. Conférence 6 après, alors c'est les mois qui suivent. Les réseaux du pouvoir mondialiste. Donc là, on verra les réseaux du pouvoir mondialiste, puisqu'aujourd'hui, une partie de nos élites sont complètement, intégrés, si je puis dire, à des réseaux de pouvoir mondialistes qui sont financiers, mais qui peuvent être autres, qui peuvent être politiques aussi. Et donc c'est intéressant de voir ce qu'il en est exactement. La conférence 7, ce sera sur l'idéologie de la classe dirigeante. Bon, je vais appeler ça une imposture démocratique, oui, parce que la classe dirigeante se prétend démocrate, elle n'est pas démocrate du tout, pour un rond. C'est une classe oligarchique, en fait. Hein. Moi, je l'ai bien vu, parce que j'ai fait campagne ces dernières années pour la démocratie directe. Et j'ai toujours trouvé une incompréhension très très grande de la part des milieux dirigeants. Il y avait des exceptions, c'est vrai. J'avais même réussi, il y a une dizaine d'années, à avoir une centaine de députés, essentiellement de l'UMP de l'époque, qui avaient voté en faveur d'un projet de loi pour créer le référendum d'initiative populaire en France, comme ça existe en Suisse. Mais ça n'a jamais été plus loin, parce que c'était bridé. Alors surtout, j'ai vu l'opposition des administrations. L'opposition des administrations était particulièrement frappante quand Sarkozy a voulu, que j'avais un peu, enfin avec d'autres, persuadé d'essayer de réformer la Constitution dans cette direction, en disant qu'il faudrait faire des référendums d'initiative populaire. Alors, il l'a fait effectivement en 2008, il a introduit un petit paragraphe dans l'article 11 de la Constitution, mais tous les textes juridiques qui vont avec ont été préparés au Conseil d'État, et le Conseil d'État est violemment hostile à toute forme de référendum. Et donc ça a été bridé de telle façon que finalement cette réforme ne sert à rien. Mais enfin, c'est quand même écrit dans la Constitution. On y reviendra. C'est pas le jour de voir ça en détail. La conférence numéro 8, c'est les classes souffrantes et leur territoire. Oui, alors ça sera un examen plus détaillé justement de toutes ces catégories sociales qui se plaignent sur le territoire français, qui ne sont pas dans les très grandes villes en général, et voir les problèmes qui se posent à elles, notamment les problèmes d'immigration et les problèmes d'insécurité, bien sûr. La conférence numéro 9 étudiera l'idéologie réactive dite populiste par opposition à l'idéologie de la classe dirigeante qu'on aura vu juste avant. Donc on aura vu les deux idéologies qui maintenant s'affrontent et qui remplacent un petit peu ce qui était autrefois la droite et la gauche. Ensuite, la dernière conférence, c'est le déni de la lutte des classes, c'est-à-dire le fait de ne pas admettre que ça puisse exister, et les risques de guerre civile vers lesquels on va à long terme si on continue à ne pas voir la réalité telle qu'elle est au-delà des milieux qui ont le droit de s'exprimer et qui sont minoritaires dans le pays. Alors voilà donc le programme que je vous propose pour l'année qui vient. Maintenant on va aborder le sujet de la conférence numéro 1, lutte des classes et rapport à la souffrance. Alors je reviens aux anciens Grecs parce que finalement ils avaient presque tout dit. La connaissance de l'homme chez les anciens Grecs semble avoir été très supérieure à la nôtre. C'est ainsi que Échille et Sophocle, par exemple, les grands poètes tragiques des 5e et 4e siècles avant notre ère, utilisaient cette expression pathos matein. L'apprentissage se fait par la souffrance. C'est un truc qui revient fréquemment chez les poètes tragiques. L'idée que finalement l'homme n'apprend qu'à son détriment, s'il ne souffre pas, il n'apprend pas finalement. Et c'est triste, mais c'est comme ça que ça fait partie, disons, de la condition terrestre telle que la voyaient les anciens Grecs. Ce qui est assez curieux, c'est que cette dimension de la souffrance qui est présente pendant toute l'histoire des êtres humains,
semble avoir été exclu de la plupart des analyses de sociologie politique, peut-être parce que cette approche déplairait aux oligarchies régnantes. Enfin, on va y revenir. Alors, mon premier paragraphe, je l'ai intitulé « La vulgarité de ceux qui souffrent ». Si le point de vue des auteurs tragiques grecs est juste, il faut s'attendre à ce que les innovations politiques viennent plus de ceux qui souffrent que de ceux qui sont privilégiés. Ça paraît assez normal. Ainsi, au XIXe siècle, aucune politique, par exemple, n'a réussi à freiner la montée du socialisme dans les pays européens, au moment où la classe ouvrière gagnait en nombre. Le socialisme était, même ça ne veut pas dire que je suis socialiste, je vous rassure tout de suite, mais le socialisme est indiscutablement une réponse à la souffrance des ouvriers. Aujourd'hui, les oligarchies dirigeantes se montrent incapables d'empêcher la montée de ce qu'elles appellent le populisme. Alors, au lieu de s'interroger sur les souffrances populaires qui sont produites, à mon avis, par trois facteurs qu'on étudiera plus tard, l'immigration de masse d'abord, qui n'existait pas avant, la montée du crime et de la délinquance, deuxième facteur tout à fait considérable et qui est évoqué, mais qui est un peu sous-estimé, je dirais, dans nos médias, et la relégation sociale des citoyens ordinaires. C'est les trois raisons qui font que les souffrances populaires se développent. On cherche donc à se rassurer par des condamnations morales sur le discours d'intolérance ou sur le repli sur soi. C'est-à-dire que les souffrances populaires sont ignorées des élites, notamment les hauts fonctionnaires, mais sont même méprisées, taxées de xénophobie, de manque d'ouverture à autrui. Il y a les pauvres types, ceux qui ne sont rien, comme disait le président de la République Emmanuel Macron. Dans les gares, vous rencontrez des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien, il a dit. C'est assez hallucinant, c'est la première fois qu'un président de la République se permet de tenir un propos pareil. C'est un fait. Ceux qui ne sont rien. Donc les pauvres types, il y a les pauvres types déjà. Bon, pauvres types, ça sous-entend qu'ils sont pauvres, on prend ça en compte, mais ça ne veut pas dire qu'on va se sentir... comment dire, solidaire des pauvres types. En même temps, c'est des pauvres types, ils ne sont pas assez cultivés, c'est bien de leur faute s'ils ne s'adaptent pas à l'économie moderne, etc. Et puis, il y a même un sous-entendu encore plus méchant, c'est que les pauvres types seraient des sales types. Ils seraient des sales types puisqu'ils seraient racistes, réactionnaires, homophobes, enfin tout ce que vous voudrez, quoi. Sont les salauds de pauvres, quoi, si je puis dire. C'est un film où on dit ça. Les salauds de pauvres. On peut donc avoir bonne conscience face à ces salauds, bien sûr, face à la détresse des miséreux. Des miséreux au sens large, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la misère économique auquel on pense tout de suite, bien sûr. Il y a la misère culturelle, par exemple. Des gens qui sont déracinés dans leur propre pays. Moi, j'ai connu à Strasbourg des personnes âgées qui ne pouvaient pas déménager parce qu'effectivement, ils n'avaient pas assez d'argent, mais ils habitaient dans des sommets d'immeubles qui avaient été entièrement envahis par des immigrés. Et ils ne pouvaient pas sortir dans la rue sans se faire insulter, etc. Ces gens étaient vraiment profondément malheureux. Ils venaient me voir, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Moi, je ne pouvais pas faire grand-chose pour eux, évidemment. C'est ce qu'on pourrait appeler une misère. C'est une misère culturelle, une misère d'environnement culturel dans laquelle se trouvent ces gens qui avaient toujours vécu en Alsace, dans un environnement alsacien, je veux dire, bon, et qui brusquement se retrouvent précipités dans le tiers-monde, en quelque sorte. Alors, tous ces gens qui souffrent, en fait... et qui souffrent parfois de choses qui se cumulent, parce que vous pouvez à la fois souffrir de l'immigration, souffrir de l'insécurité physique, s'il y a des trafiquants de drogue dans votre rue, et puis en même temps d'une certaine relégation sociale, par exemple du chômage chez vos enfants, s'ils sont frappés par ça. Donc les gens qui souffrent, on pourrait penser que politiquement, ces gens-là, quand ils votent populiste ou quand ils s'abstiennent, se trompent. Mais en fait, ils ne sont pas vus comme ça par les élites. Ils sont vus comme des gens malveillants et dégoûtants. Et on ne doit pas transiger avec le mauvais goût. Alors là, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, qui explique pourquoi j'ai résolu de faire des conférences sur ce sujet. Cette anecdote s'est passée il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y a à peu près un an maintenant. Je vais à une soirée, donc de 80 personnes à peu près, du 17e arrondissement de Paris, invitées par des personnalités du cercle interallié dont je fais partie. C'était l'automne 2016, donc tout le monde parlait de politique parce qu'il y avait les élections primaires du candidat aux élections présidentielles pour le Parti républicain. Alors il y avait ceux qui étaient pour Sarkozy à l'époque, ceux qui étaient pour Fillon, d'autres qui étaient pour Juppé. Il y avait dans la soirée quelques socialistes aussi, socialistes modérés, qui apportaient des commentaires en toute quiétude et qui étaient bien intégrés au reste, même s'ils n'étaient pas de droite, disons. Mais il y avait une femme qui était assise et qui ne disait rien. Elle avait l'air malheureuse. On lui a demandé pourquoi. Elle a répondu, vous savez, la politique me dégoûte.
j'ai pas envie d'en parler. Car dans ma famille, nous avons un dissident. » Alors, surprise des interlocuteurs. « Que voulez-vous dire par là, madame ? » ?»« C'est mon jardinier, dit-elle. »« Votre jardinier ?» répond quelqu'un. « Quelle importance, c'est pas votre famille. »« Ah si, insiste la dame, parce qu'il était déjà avec nous du temps de mon père, et il a toujours été avec nous, et donc on le considère comme faisant partie de la famille. »« Mais pourquoi vous dites qu'il est un dissident ?» Elle répondit avec un air triste. « Il nous a avoué, donc vous voyez, c'est un aveu, il nous a avoué qu'il allait voter Front National. » Et la réaction de l'assistance, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est que c'était pas une réaction purement politique, parce que ça aurait pu être possible, du style « ce garçon se trompe, faut lui expliquer que c'est pas le bon programme, qu'il y a beaucoup mieux. » Bon. Non, la réaction était assez effrayante d'ailleurs, c'était « mais quelle vulgarité, quelle bassesse que cet individu !» Des gens qui ne l'avaient jamais rencontré, évidemment, hein, mais oui, le jugement humain. Et c'est là où je me suis dit, on est en présence d'un phénomène sociologique qu'on appelle la lutte des classes. Alors, malgré les nombreux travaux d'histoire électorale, le mécanisme des changements dans les rapports de force n'est pas vraiment perçu, surtout chez les acteurs politiques. Les acteurs politiques constatent qu'il y a des partis qui montent et puis des partis qui s'effondrent, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Et spécialement, il y a encore 6 mois, là, on a eu un bouleversement complet de l'échiquier politique. Vous avez des partis qui avaient une très vieille tradition, qui se sont vraiment effondrés, qui sont les Républicains et le Parti Socialiste, essentiellement. Le Parti Socialiste, il est quasiment mort. Je ne sais pas comment il pourra s'en tirer, parce qu'il est coincé maintenant entre En Marche d'un côté et le parti de Mélenchon de l'autre côté. Donc, on ne voit pas très bien où il a sa place. Quant aux Républicains, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais enfin, il m'a l'air en assez mauvaise situation, surtout quand on voit sa sociologie, la sociologie de ses électeurs. C'est l'électorat le plus vieux de tous les électorats de France. Bon, j'ai rien contre les vieux, moi-même, je ne fais pas partie des jeunes aujourd'hui, mais quand même, moi j'ai été au RPR à l'époque où il y avait plein de jeunes. J'avais une section à Calais où il y avait peut-être 40 jeunes, 50 jeunes, etc. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus que des personnes âgées dans le Parti républicain. Enfin, il y a quelques jeunes, bien sûr, mais enfin, ils sont quand même vraiment minoritaires. Et puis surtout, les classes populaires qui autrefois votaient à droite, il y en avait beaucoup, surtout chez les gaullistes, hein, mais il y en avait beaucoup, elles ont disparu. Elles ont disparu, donc c'est un parti de classe et un parti de personnes âgées. Donc, à mon avis, l'avenir n'est pas terrible. C'est peut-être moins grave que le Parti socialiste, mais c'est quand même pas extraordinaire. Donc, on voit bien qu'il y a des bouleversements qui se produisent. Et les hommes politiques ne veulent pas voir ça. C'est très curieux, alors qu'ils sont les premiers concernés, bien sûr. Ils ont tendance d'ailleurs à expliquer les résultats tout le temps par leur mérite personnel. Alors que ce n'est pas un problème de mérite personnel. Si vous aviez été, je veux dire, un homme avec une personne avec un talent oratoire exceptionnel, une culture formidable, etc., un charisme, comme on dit, exceptionnel, et vous vous présentiez pour un parti de droite à Ivry-sur-Seine en 1940, ou en 1930, disons plutôt, avant la guerre, vous n'aviez aucune chance d'être élu. Parce que c'était un phénomène de classe, effectivement. Vous ne pouviez pas, parmi les ouvriers, être à droite. Ce n'était pas possible. Bon. Même si vous aviez des mérites personnels gigantesques. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Les mérites existent, bien sûr. Il y a des individus qui sont meilleurs que d'autres. Mais c'est pas énorme par rapport aux forces sociologiques qui, elles, vont s'incarner dans des étiquettes politiques. À la fin du XIXe siècle, la montée du courant socialiste, puis du courant communiste, ont surpris les gouvernements et ont été interprétés souvent comme un complot de révolutionnaires. Bon, on oubliait les causes économiques, on oubliait les causes finales, la volonté de faire une révolution. Alors certes, on s'attaquait à ce qu'Aristote appelle la cause formelle, c'est-à-dire les doctrines socialistes. On dit les doctrines socialistes sont en train de pourrir le peuple. Et donc on les pourchassait au XIXe siècle, on les pourchassait vraiment, la police pourchassait les écrits socialistes. Mais moyennant quoi, on échouait presque toujours à empêcher la contagion. La censure ne permettait pas d'effacer les conséquences des conditions matérielles comme cause de souffrance, et elle ne pouvait pas non plus étouffer l'espoir d'une vie meilleure, même si l'espoir d'une vie meilleure était totalement faux. C'était un faux espoir que l'espoir des communistes, mais il passait pour tel. Donc on ne comprenait pas vraiment que des souffrances nouvelles allaient mettre en branle des forces populaires puissantes. Les ouvriers souffraient de leurs conditions, mais leur déracinement les prédisposait à la révolte, ce qui n'était pas le cas des paysans. Ensuite, l'opposition, donc c'est pas qu'une question de revenus, je veux dire, c'est aussi une question de situation sociale. Le paysan pouvait avoir des revenus aussi bas que l'ouvrier,
mais il était isolé dans sa ferme, il était propriétaire de sa ferme, il était dans des conditions sociologiques complètement différentes, alors que l'ouvrier était dans des grandes usines, dans des banlieues où la propagande communiste pouvait évidemment réussir. Donc l'opposition politique d'autrefois, c'était les réactionnaires et les libéraux, avant que les socialistes apparaissent même, hein, c'était les réactionnaires et les libéraux. Les libéraux étaient plutôt dans les villes, et les réactionnaires dans les campagnes. Et puis, à partir de 1850, l'opposition se restructure parce qu'il y a le courant socialiste qui apparaît. Ce courant socialiste et ouvrier prend naissance, d'ailleurs, un truc qu'on a complètement oublié, mais historiquement, il a pris naissance chez les libéraux de gauche, en fait. Et ensuite, ce courant s'est développé, et puis la grande opposition est devenue celle des socialistes d'un côté, et puis des gens qui n'étaient pas socialistes de l'autre côté, dont les libéraux. Mais c'est vrai que les premiers socialistes étaient souvent des libéraux de gauche, le plus connu étant quand même un certain Karl Marx. C'est les écrits du jeune Marx. Marx, quand il est jeune, il est libéral. Il est anti-réactionnaire, il déteste la monarchie, il déteste tout ça, il déteste la religion. C'est un libéral un peu comme un libéral laïque, disons. Voilà, les idées de Marx, c'est ça. Puis c'est après qu'il va devenir socialiste. Mais c'est une tendance, c'est un phénomène qui s'est beaucoup produit entre 1850 et 1900. Au XXe siècle, on se retrouve avec une opposition classique, ville de droite, banlieue de gauche, et des campagnes qui sont soit réactionnaires, soit laïques, selon l'histoire. Bon, si c'est la Vendée, ça sera plutôt réactionnaire, si c'est la campagne autour de Toulouse, ça sera plutôt laïque. Ces phénomènes sociologiques l'emportent sur les personnalités. Un homme de droite ne peut pas se faire élire dans une banlieue ouvrière. La lutte des classes est aujourd'hui, à l'époque, la lutte entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Les partis socialistes et communistes défendent évidemment la classe ouvrière. Les partis conservateurs et libéraux obtiennent les voix de la bourgeoisie. Moi, j'ai connu ça à Calais, parce que c'était une ville archaïque, Calais, à l'époque où j'étais candidat, dans les années 1980. Il y avait des ouvriers en masse, il y avait très peu de bourgeois, quelques médecins, quelques avocats, mais enfin, c'était très, très minoritaire, quelques armateurs, enfin, il n'y avait pas de classe moyenne. En fait, c'est une ville sans classe moyenne, ce qui n'était pas du tout le cas de Paris à la même époque, hein. Et donc, comme il n'y avait pas de classe moyenne, évidemment, la ville votait largement à gauche. Je me souviens avoir été un jour dans un café communiste où j'ai discuté avec les ouvriers qui étaient là. Et c'était très bizarre parce que je leur parlais d'insécurité. Ils me disaient, nous, on est pour la peine de mort. Je leur parlais d'immigration. Ils me disaient, il faut les jeter à la mer. Enfin, ils me tenaient des propos au-delà de ce qu'est aujourd'hui le Front National. Et je leur dis, mais avec les idées que vous avez, et puis vous me dites que vous êtes en désaccord avec la direction du parti, alors vous allez peut-être voter pour moi. Non, on ne peut pas voter pour vous. Parce que vous représentez les bourgeois, nous on est des ouvriers, il faut qu'on vote pour les ouvriers. On vote pour le parti des ouvriers. Voilà. Ça, c'était encore comme ça il y a une cinquantaine d'années. Et puis maintenant c'est complètement différent. Depuis les années 60-70, il y a un grand bouleversement qui est apparu. Les villes ont viré peu à peu à gauche, mais c'est pas du tout une gauche ouvrière, c'est une gauche bobo, comme on dit. Bourgeois bohèmes, libertariens, qui rejettent la religion, la morale traditionnelle, et qui sont très attachés à l'argent, donc ils sont pas du tout communistes, évidemment. Quant aux banlieues autrefois ouvrières, mais que le prix du foncier a relégué de plus en plus loin, ces banlieues sont devenues le socle des classes moyennes, qui sont conservatrices sur le plan des valeurs. Comme l'a montré le géographe Christophe Guilluy, celui dont je fais circuler le livre, là, une nouvelle France périphérique, il appelait ça la France périphérique, parce qu'elle est périphérique par rapport au centre-ville, qui eux sont de gauche, cumule les nouvelles souffrances dues à l'immigration, la criminalité et le chômage. Cette France périphérique cesse de voter. Alors ça, effectivement, massivement, même au présidentiel, vous avez eu presque la moitié de Français qui n'ont pas voté, hein, donc deuxième tour, donc c'est tout à fait énorme. Ou alors, cette France périphérique vote pour des partis dits populistes qui sont hostiles à l'immigration, attachés à la patrie, aux valeurs traditionnelles. Alors effectivement, il y a des partis populistes de deux catégories. Disons, il y a ceux dont je viens de parler là un instant, qui sont surtout contre l'immigration et pour les valeurs traditionnelles. Et puis il y a quand même une fraction de populistes d'extrême gauche, disons, autour de Mélenchon. Mais Mélenchon, il n'est pas antipatriote, hein, au contraire. Il est, comme le Parti communiste d'autrefois, d'ailleurs, ne se disait pas du tout antipatriotique. Mais il mêle ça avec des valeurs de gauche et d'extrême gauche, bien évidemment. Alors, les experts politologues sont extrêmement surpris par ce phénomène. Au début, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce nouveau phénomène qui apparaît? Alors, on a dit, on a affaire à un phénomène néofasciste. Puis alors après, en faisant des comparaisons historiques quand même, c'est tellement évident que c'était pas ça, on a cherché un mot particulier pour
décrire le phénomène actuel. On appelait ça populiste. Autrement dit, quand le peuple continue de voter à gauche, il est appelé démocrate, mais s'il vote pour des partis conservateurs et patriotes, à ce moment-là, il n'est plus démocrate, il est populiste. Bon. C'est une question de mots, évidemment. Le populisme, autrement dit, ce serait la démocratie qu'on n'aime pas, quoi. Alors, ce qui est frappant au niveau historique, c'est que les classes les plus instruites, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ne voient jamais venir les révolutions. C'est très, très, très curieux. Elles ne voient pas les évolutions se faire, même d'ailleurs. Elles ont bien sûr un savoir, mais qui est un savoir de type mimétique. Comme disait le sociologue allemand Arnold Gehlen, ils n'ont pas un savoir existentiel qui vient de leurs conditions de vie, finalement. Et comme disaient là encore les anciens Grecs, la souffrance des autres n'instruit pas. Alors, le poète tragique grec Échille dit dans Agamemnon, Zeus a guidé les hommes vers la raison en leur posant pour règle de s'instruire par la souffrance. Dans l'antistrophe 6, le Coryphée déclare, la justice veut que le savoir aille à ceux qui subissent l'épreuve. Le savoir va à ceux qui subissent l'épreuve. Ceux qui ne subissent pas d'épreuve, ils n'acquièrent pas un savoir nouveau. Échille met en garde les élites plutocratiques. La ruine se montre la fille du transgresseur, des aspirations à plus de justice, des maisons qui débordent du superflu. La juste mesure, c'est le mieux, ça c'est très grec. Des gens qui ont le bon sens. Point de rempart pour l'homme qui, repu de richesse, abolit d'un coup de pied le maître-autel de la justice. Dans les Euménides, le cœur déclare « La crainte est parfois une bonne gardienne de l'âme. Salutaire est la sagesse inspirée par l'angoisse. Un homme ou une cité que rien ne fait plus trembler s'éloignera d'honorer encore longtemps la justice. » Et dans Antigone, Sophocle fait décrire au cœur la nature profonde de l'homme. Rien n'est plus terrible que l'homme, dit-il. Par sa technique, il invente l'agriculture, l'élevage, la politique, la pensée. Avec son savoir ingénieux qui passe toute attente, il progresse vers le mal comme vers le bien. Le progrès peut donc se faire aussi vers le mal, dès lors que l'homme méprise les lois du cosmos, la dikée, la justice. C'est la grande opposition qui existe chez les philosophes grecs, donc elle est tragique notamment, entre techné et dikée, entre la technique de l'homme et la dikée, c'est-à-dire la justice de l'ordre du monde. Si l'homme se met à s'attaquer parce qu'il se croit trop fort à la justice de l'ordre du monde, il va vers la ruine. C'est une anthropologie très réaliste, peut-être même pessimiste, mais qui nous paraît très supérieure à l'anthropologie optimiste du XVIIIe siècle, qui est celle qui nous régit aujourd'hui. On est revenu encore à Voltaire et à Rousseau, si je veux dire, surtout à Voltaire d'ailleurs. Et qui explique pourquoi la ruine vient des élites malgré leur savoir technique supérieur. Elles sont inconscientes de la situation dans laquelle se trouvent les populations défavorisées. De plus, les élites sont souvent organisées en réseau, quand ce n'est pas carrément en secte. Dostoïevski, dans son roman Les démons, montre le fonctionnement d'une secte socialiste révolutionnaire. Les membres de la secte sont liés aux autres par des relations de service. Mais un autre lien joue son rôle, le lien idéologique. Les membres de la secte socialiste justifient leur pulsion agressive ou cupide par des arguments intellectuels, notamment l'égalitarisme. Le cerveau affectif qui contrôle la moralité est le grand perdant. Cela explique le paradoxe suivant. Alors je prends un paradoxe un peu terre à terre parce que pour bien faire comprendre ce qui arrive. Le brillant énarque chargé de mission auprès du Premier ministre pour les problèmes d'immigration aura une connaissance moins juste et authentique des problèmes qu'on lui demande de résoudre que telle personne qui est totalement anonyme, qui est au chômage, qui rentre chez elle dans son HLM envahi par des immigrés clandestins, qu'ils soient régularisés ou pas. Chaque matin, le jeune chargé de mission part dans sa voiture pour étudier l'immigration. Avec son chauffeur, il va au ministère ou à l'Élysée, où il a un bureau au cabinet du ministre sous les ordres de la République. Il lit les rapports, ça j'en connais plein, des camarades qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Et il lit les rapports donc des hauts fonctionnaires, les journaux du jour, et il se croit objectivement informé. L'autre citoyen, lui, se fait insulter en rentrant chez lui après qu'on lui ait éventuellement subtilisé son téléphone portable. Les expériences vécues ne sont absolument pas les mêmes, évidemment, et donc les conclusions qui seront tirées ne sont pas les mêmes. Même s'il y en a un qui a tous les diplômes et que l'autre n'a aucun diplôme. Ce n'est pas un problème de diplôme, c'est l'expérience vécue qui fait que vous avez un certain savoir. C'est ce qu'expliquaient les poètes tragiques. Et c'est aussi l'expérience vécue, lorsqu'elle est trop bonne, si je puis dire, qui vous empêche d'avoir le savoir. Et c'est ce qui échappe souvent au cercle dirigeant et qui cause souvent leur perte dans l'histoire. Élite triomphante, élite décadente. Les élites d'Ancien Régime, par exemple, ont changé de nature avec le temps.
La noblesse, au départ, se consacrait au métier des armes. Sa vocation était de se sacrifier pour Dieu et pour le roi. Les privilèges étaient la contrepartie de cette prise de risque. Donc c'était difficile, si je puis dire, d'être dans les armées du roi. On risquait sa peau. Enfin, c'était pas une vie uniquement de plaisir et de privilèges. Au XVIIIe siècle finissant, la noblesse de cour a profité de sa situation. Elle a échappé assez largement aux difficultés de sa situation et est devenue une catégorie, disons en quelque sorte, privilégiée. Donc elle a perdu sa légitimité du coup. On retrouve cette opposition chez Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, qui oppose les fondateurs de dynasties, pour lesquels il exprime la plus grande admiration en disant les fondateurs de dynasties, De Gaulle, Clovis, Hugues Capet, etc., c'étaient des guerriers. Et il les oppose aux rois de son temps qui sont amollis dans les plaisirs de la cour. Lorsque la Révolution éclate en 1789, les élites et le roi sont pris de court, ils ne comprennent pas ce qui se passe, à vrai dire. C'est à peu près inévitable, c'est pas vraiment de leur faute, mais c'est inévitable. Les élites qui rendaient service ont été en effet remplacées par des élites qui s'auto-justifient plus ou moins bien. Pour s'auto-justifier, les élites nouvelles ont besoin d'une sorte de religion qui remplace l'ancienne. Dostoïevski explique que cette religion nouvelle, à partir du XVIIIe siècle, est fondée sur la mystique de l'égalité. Cette mystique permet de rendre les citoyens interchangeables et de les dominer. Dostoïevski compare cette idéologie, qui date du XVIIIe siècle, mais qui s'est développée jusqu'à nos jours, et il la compare à l'alcool. Elle rend ivre et empêche de voir la vérité comme elle est. Dans Les démons, l'idéologue campé par Dostoïevski, Verkhovensky, veut persuader un personnage central du roman, Stavrogin, qu'il va améliorer le monde par ses réformes politiques. Et Verkhovensky reste glacial et finit par le traiter d'ivrogne. Il dit, vous êtes un ivrogne. Alors l'autre dit, quoi, moi? Mais je bois jamais d'alcool. Non, mais vous êtes un ivrogne idéologue. Vous êtes ivre d'idéologie. Donc vous dites absolument n'importe quoi. Et puis alors, vous y croyez vraiment autant qu'un véritable ivrogne, quoi. C'est du même ordre. Les ivrognes idéologues pullulent aujourd'hui en France, les plus dangereux étant ceux qui sont les plus proches du pouvoir, évidemment. Car ils prennent en toute bonne conscience des décisions qui font le malheur des autres. Par exemple, alors ça on l'a vu surtout en Allemagne avec Mme Merkel, mais enfin on le voit aussi en France, on va accueillir des immigrés innombrables qui seront logés au milieu des classes populaires dans l'indifférence totale de ce que ça peut signifier pour ces dernières. Autre exemple, on va tolérer le trafic de drogue pour pacifier les banlieues dans l'indifférence des victimes de ce trafic. Alors là, je porte une accusation grave, mais je l'ai quasiment vécu en étant au ministère de l'Intérieur. Je sais qu'il y a des cas où il y a des réseaux de trafiquants de drogue qu'on n'a pas voulu démanteler dans certaines banlieues parce qu'on s'est dit on va créer des émeutes. But du gouvernement, pas d'émeutes, parce que les émeutes, médiatiquement, c'est pas bon. C'est pas bon pour les sondages, etc. Donc pas d'émeutes, donc on ne réprime pas. C'est grave, hein, mais c'est malheureusement, c'est aussi la réalité. Donc on va tolérer le trafic de drogue pour pacifier en quelque sorte les zones où le trafic de drogue évidemment soutient toute l'armature économique de la zone, c'est le cas de le dire, de la zone. Or c'est pas inéluctable puisqu'on a des exemples étrangers qui montrent exactement l'inverse. Par exemple, alors je prends l'extrême inverse, bien sûr, c'est Singapour, où comme vous le savez sans doute, le trafic de drogue entraîne la peine de mort immédiate. Ce trafic a été totalement éradiqué. Il n'y a aucun trafic de drogue à Singapour. Mais évidemment, les mesures sont sévères. Et au lieu de féliciter le gouvernement de Singapour pour avoir détruit le trafic de drogue, ce qui est quand même un beau résultat, et pas du tout. Les Occidentaux ont accusé le gouvernement de Singapour de ne pas respecter les droits de l'homme en maintenant la peine de mort. C'est-à-dire qu'on laisse tomber la cause finale, qui est vraiment détruire le trafic de drogue, et on se fixe uniquement sur ce que Aristote appelle la cause formelle, c'est-à-dire les droits de l'homme. Mais si les droits de l'homme aboutissent à protéger les trafiquants de drogue, on ne voit pas très bien à quoi ils servent, parce qu'ils se retournent contre eux-mêmes, si je puis dire en quelque sorte. Alors Singapour a répliqué à sa manière, d'ailleurs c'était Lee Kuan Yew, tout le monde s'accordait à dire que c'était un chef d'État exceptionnel d'ailleurs, il a fait de Singapour pratiquement le pays le plus riche du monde, un des pays les plus riches du monde. On a dit à M. Lee Kuan Yew, Monsieur le Président, vous devriez changer votre code pénal qui n'est pas conforme aux droits de l'homme. Et il a répondu que lui, il appliquait les droits de l'homme asiatiques. Et que les droits de l'homme asiatiques étaient parfaitement compatibles avec la peine de mort et qu'ils ne voyaient pas pourquoi les Occidentaux voulaient imposer leurs droits de l'homme occidentaux aux gens de Singapour. C'est une espèce de racisme anti-asiatique insupportable de votre part. Vous prétendez supérieur moralement, il n'y a aucune raison. Qu'est-ce qui vous prouve que vos droits de l'homme sont meilleurs que les nôtres? Bon. Alors là, le dialogue s'est enrayé complètement, évidemment. Et le dialogue a été quand même assez vigoureux, si je puis dire, notamment avec les Américains, parce qu'il y a eu des Américains, évidemment, qui se sont fait prendre à l'aéroport de Singapour avec de la drogue,
Et quelques-uns ont été exécutés. Alors l'Amérique a dit atteinte aux droits de l'homme, protection de nos citoyens, etc. Ils ont fait pression sur Singapour, si vous continuez, vous aurez des sanctions, etc. Puis finalement, ils ont vu qu'ils avaient un gouvernement qui ne voulait rien entendre. Alors ils sont bornés à multiplier les avertissements. C'est-à-dire que quand vous allez à Singapour, évidemment, en partant des États-Unis, on vous donne une brochure en disant attention, à Singapour c'est très dangereux, ils sont très méchants, etc. Et puis, on en est resté là, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas faire la guerre à Singapour pour l'obliger à supprimer sa peine de mort. Bon, hein. Alors, la classe dirigeante, souvent, est extrêmement prétentieuse sur le plan moral. Ce qui est curieux, c'est qu'en même temps, l'expérience même politique prouve qu'elle n'a pas beaucoup de courage. Elle n'a pas d'ailleurs été formée pour cela, d'y sélectionner sur ce critère. On se souvient du mot de Napoléon, qui se moquait de Louis XVI un peu méchamment parce qu'il n'avait pas voulu tirer sur la foule qui attaquait les Tuileries. Et il avait un ami à côté de lui qui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que fasse le roi ?» Et Napoléon répond « Il fallait en balayer 500 avec les canons, et les autres se seraient enfuis pour toujours. » Bon, moi, je ne prétends pas reconstruire l'histoire. J'ai tendance à penser que si ça avait été Louis XIV, les canons, ça ne lui aurait pas fait peur, à mon avis. Hein, mais bon, on pourra toujours revoir ça comme on voudra. Mais c'est sûr que si vous êtes à la tête de l'État et que vous n'avez pas le courage de réprimer les émeutiers, généralement ça finit extrêmement mal. Dans le même temps, le peuple des campagnes, lui, restait attaché à ses traditions. Et c'est curieusement, on l'a bien vu au moment de la Révolution française, sont des pans entiers de l'aristocratie, du clergé de cour et de la bourgeoisie qui se sont enthousiasmés pour les idées des Lumières qui ont été les précurseurs de la Révolution. Les élites jacobines, c'était des élites bourgeoises, hein, c'était pas le tailleur de pierre de la rue Saint-Antoine. Alors évidemment, ces ouvriers-là des banlieues de l'époque, si je puis dire, enfin que c'était à l'intérieur de Paris, ils ont suivi bien sûr les intellectuels, mais ceux qui ont développé le mouvement révolutionnaire, c'était plutôt des avocats, des gens comme ça, même des membres du clergé, comme Robespierre, enfin pas pour le clergé, mais Robespierre était un avocat par exemple. Et ces élites furent extrêmement meurtrières. La Révolution a donné l'exemple d'une politique menée par une fraction des élites, qui était privilégiée en fait, mais qui était endoctrinée, et qui s'était alliée à une fraction de prolétaires déracinés, les sans-culottes, qui ont fait régner la terreur sur le reste de la population. Aujourd'hui, les dirigeants cosmopolites, dans certains cas, s'allient aux déracinés de l'immigration pour vouloir pratiquer une politique hostile au peuple de souche. Au XIXe siècle, les classes bourgeoises n'ont pas compris pourquoi la montée du socialisme et du communisme ne faisait que s'amplifier, quelles que soient les politiques qu'on menait à leur encontre. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. La bourgeoisie cosmopolite ne comprend pas la montée des partis populistes, car elle s'entête à refuser d'admettre que les catégories populaires qui votent populistes souffrent réellement. On ne veut pas l'admettre. On nie l'insécurité réelle en parlant par exemple du sentiment d'insécurité. Ça, c'était un grand truc des journalistes. Il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Mais moi, je peux vous dire, parce que j'étais au ministère de l'Intérieur, le nombre de crimes et de délits en France était de 1,5 million en 1968. Oui, c'est pas une date indifférente. Et aujourd'hui, le nombre de crimes et de délits est de 4,5 millions. Donc il y a quand même une très grosse différence. Alors pourquoi? Alors, bon, c'est un sujet que je reprendrai quand je parlerai de l'insécurité physique. Hein. Mais parler de sentiment d'insécurité, c'est se moquer du monde. Hein. On nie les problèmes d'immigration en stigmatisant le soi-disant racisme des victimes qui voient leur pays envahi malgré elles. Donc enfin, on veut nier en fait les problèmes tels qu'ils existent véritablement. Et on retrouve cet aveuglement aussi en politique étrangère. Hein. De même qu'avant la guerre, beaucoup d'élites, enfin une bonne partie des élites, croyaient que l'efficacité serait dans une politique d'apaisement avec Hitler. Ils pensaient qu'une politique d'apaisement, qui était dans leurs intérêts immédiats, permettrait de résoudre le problème posé par la présence d'Hitler et de son armée. C'était, comme vous le savez, évidemment, l'échec total. Aujourd'hui, on a un peu ce phénomène-là, pas totalement, mais on l'a un peu, et on croit notamment qu'on va déradicaliser les djihadistes sans leur proposer d'idéal alternatif, sinon des principes juridiques froids et la société de consommation. Moi, je me souviens d'une expérience vécue, là aussi, c'était quand je faisais de l'antiterrorisme au ministère de l'Intérieur. Bon, je disais à mes collègues qui étaient policiers, juges ou gendarmes, je leur disais, nos méthodes de répression sont assez efficaces dans l'ensemble, parce que, à vrai dire, la plupart des actes terroristes sont arrêtés en France bien avant qu'ils explosent.
Sinon, on en aurait beaucoup plus. Il y en a un par mois pratiquement. En fait, vous n'avez pas un drame épouvantable chaque mois. Donc on arrive quand même à faire barrage. Mais le barrage n'est pas suffisant, certes. Je dis donc le problème n'est pas vraiment celui-là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment empêcher le recrutement dans les jeunes de banlieue de djihadistes nouveaux. Et il y en a de plus en plus. Et donc ils sont de plus en plus nombreux, on n'arrive pas à les surveiller tous, etc. Et donc le système se dégrade. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réponse de plusieurs de mes camarades policiers ou gendarmes ou juges. Non, c'est pas un problème, on va leur enseigner les valeurs de la laïcité et de la République. Alors je dis, non mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Toute l'histoire des hommes prouve qu'il y a en général 3 motifs principaux, il peut y en avoir d'autres, mais enfin il y a quand même 3 motifs principaux pour lesquels les gens sont prêts à sacrifier leur vie. Je dis bien leur vie. C'est si on s'attaque à leur famille, si on s'attaque à leur patrie, si on s'attaque à leur Dieu. Ça, c'est 3 motifs dans l'histoire. On voit toujours des cas où les gens, alors là, ils résistent. Bon, la guerre de Vendée, c'était ça, hein, les gens défendaient leur Dieu. Bon, l'Union soviétique, toute communiste qu'elle soit, défendait sa patrie contre l'invasion d'Hitler. Bon, c'était le patriotisme. Et Staline l'avait compris, parce qu'il parlait de patriotisme, il ne parlait plus du communisme. Pendant la guerre, je veux dire. Parce qu'il savait que c'était ça qui allait motiver les gens à sacrifier leur peau. Alors je dis, mais la laïcité, franchement, vous êtes prêts à mourir pour la laïcité? J'étais avec un magistrat, je lui ai dit ça. Vous êtes prêts, vous, à mourir pour la laïcité? Il a pris un air. Hein. Il m'a dit, peut-être pas, non. Je dis, voilà, bon, la réponse est toute trouvée. C'est des principes froids, abstraits, qui ne réchauffent pas le cœur, et face à une religion aussi brûlante, je dirais, que l'islam radical, eh bien, il faut trouver quelque chose qui puisse correspondre. Le patriotisme est une de ces valeurs possibles, mais en tout cas sûrement pas la laïcité. Hein, ça c'est. Enfin, alors, les dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas très différents de la grande bourgeoisie telle que Karl Marx la décrivait dans une phrase qui est célèbre. C'est une phrase que je cite souvent, d'ailleurs, alors que je n'aime pas spécialement Karl Marx, mais je trouve que c'est quand même assez bien vu. Il disait: la grande bourgeoisie d'affaires a noyé les frissons de l'extase religieuse, l'enthousiasme des chevaliers et la sentimentalité des petits bourgeois dans les eaux glacées du calcul égoïste. Alors, on assiste donc à un triple phénomène de la part des élites dirigeantes: trahison, désertion, exploitation. La trahison, c'est face à l'immigration de masse. La bourgeoisie cosmopolite est aveugle aux souffrances imposées au peuple par l'immigration. Elle pratique l'évitement, grâce à la hausse des prix du foncier et le recours aux écoles privées pour protéger leurs enfants de l'immigration. Ce qui fait que les catégories les plus privilégiées, évidemment, elles n'ont pas vraiment de problème, disons. Alors que les populations plus modestes, évidemment, se retrouvent de plein fouet au milieu des immigrés. De plus, les élites aujourd'hui sont souvent transfrontalières. Elles s'installent dans les pays anglo-saxons. Donc l'immigration, lorsque vous voyez des dirigeants de droite ou de gauche d'ailleurs, favoriser l'immigration, c'est une immigration forcée qui est imposée par les gouvernants aux classes les plus défavorisées. Donc l'injustice est vraiment absolument patente de ce point de vue-là. Il est sûr que quand Mme Merkel dit on va accueillir 1 million d'immigrés en Allemagne, de réfugiés en Allemagne, ça ne touche pas beaucoup, évidemment, les très hauts fonctionnaires de Berlin ou les grands industriels de la Ruhr, hein, ça c'est sûr. Mais ça touche de plein fouet les gens qui ont les salaires les plus modestes, qui sont donc dans les quartiers les moins chers et où les immigrés vont s'entasser, et c'est là qu'il y aura des problèmes. Bon. Ça c'est quand même incroyable de ne pas arriver à comprendre ça. Deuxièmement, la désertion face à la montée de la criminalité. Les classes dirigeantes se donnent bonne conscience. Alors on est contre la peine de mort parce que c'est pas bien, n'est-ce pas? On est laxiste, on pourrait autoriser le trafic de drogue, pourquoi pas, etc. Enfin, vous avez beaucoup de gens dans les milieux dirigeants, surtout socialistes, qui sont pour ce genre de laxisme-là. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Hein. Par exemple, quand on dit que la peine de mort est supprimée, c'est pas vrai. Elle existe toujours, bien évidemment. Elle existe pour les victimes des meurtriers. Quand vous êtes tué par un meurtrier, on vous a appliqué la peine de mort. Hein. Simplement, c'est pas l'État. D'accord, c'est pas l'État. Autrement dit, elle a été privatisée. On a privatisé la peine de mort. Et on présente ça comme un progrès de la civilisation. Moi, je veux bien, hein, mais enfin, personnellement, moi, ça me choque assez. Ensuite, il y a l'exploitation qui accompagne le processus de relégation sociale. C'est-à-dire que les exclus de la mondialisation quittent les villes prospères, s'installent dans les banlieues. Les classes populaires sont exclues par-dessus le marché des médias. Elles ne peuvent jamais s'exprimer publiquement. Elles sont traitées avec mépris. Et Dostoïevski montre un personnage qui s'appelle Rakitin, qui déclare, c'est tout à fait ce que pourrait penser M. Macron, Dieu a mis les crétins sur terre pour que cela profite aux gens intelligents.
Alors les souffrances de classe, ce ne sont pas des souffrances individuelles, c'est des souffrances collectives. Hein. Ça regroupe des populations entières sur des territoires donnés. Donc la réponse ne peut être que politique, elle ne peut pas être individuelle. Bien sûr qu'il y a une justice qui traite les affaires une par une. Mais on voit bien que ça ne suffit pas pour résoudre le problème. Ensuite, les souffrances sont des souffrances à évolution lente. Et c'est ça ce qui est le plus dangereux, c'est que... c'est pour ça que, vous verrez d'ailleurs, à la fin, j'évoquerai malheureusement la possibilité dans plusieurs pays d'Occident d'avoir un jour des sortes de guerres civiles. Parce que c'est très lent, ça évolue très lentement. C'est l'expérience, vous savez, une expérience qui est assez connue, celle de la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau chaude. La température monte très lentement, alors elle se rend compte de rien. Alors au bout d'un moment, elle sent qu'elle a quand même trop chaud, effectivement, mais elle ne s'inquiète pas plus. Et puis, quand elle est ébouillantée, c'est trop tard. C'est un peu le même genre de phénomène que l'on connaît avec la criminalité, la délinquance ou l'immigration. La croissance ne se fait jamais par un palier immédiat. En général, c'est assez lent, donc les gens ne s'en rendent pas compte. Et puis il y a un moment où ça devient absolument insupportable, et à ce moment-là, vous avez des révoltes. Bon. Il faut donc connaître l'histoire pour comprendre les évolutions à long terme. Alors l'histoire, j'ai pris juste ici un exemple parce que je ne pouvais pas allonger trop l'exposé, mais qui n'est pas connu du tout en France, hein, mais... Il y en a plein des exemples comme ça dans l'histoire. J'aurais pu prendre celui des Espagnols de Californie qui ont été complètement submergés par les Anglo-Saxons au moment de la ruée vers l'or, par exemple. Bon. Là, j'ai pris l'exemple des Allemands de Bohême, qu'on appelle les Allemands des Sudètes. Dès le XIIIe siècle, des Allemands ont été appelés en raison de leur talent, soit d'agriculture, soit de l'exploitation minière notamment, se sont infiltrés en Bohême, ce qui fait qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands représentaient 30% de la population. Et ils occupaient la plupart des postes importants. On pouvait donc croire que la nation tchèque allait disparaître. Il y en a même qui l'ont cru d'ailleurs. Il y a eu bien sûr des tentatives de révolte, mais qui ont échoué. La plus connue, c'était celle de Jean Hus. Les Hussites furent écrasés militairement par l'empereur germanique à la bataille de la Montagne Blanche en 1620. Pourtant, la révolte des Tchèques s'est lentement reconstituée, jusqu'à créer un État indépendant en 1918 à l'occasion des défaites des empires allemands et austro-hongrois. Donc il y avait des minorités allemandes très très importantes dans l'État tchécoslovaque qu'on venait de créer. Mais l'État tchécoslovaque en soi, c'était une victoire des Tchèques, bien sûr, et des Slovaques sur les minorités allemandes, bien sûr, qui les dominaient avant. Où les choses se sont aggravées, c'est qu'entre-temps, la République de Weimar s'est effondrée et le Troisième Reich est apparu. Et les minorités allemandes qui vivaient en Tchéquie, donc en pays tchèque, sont devenus nazis peu à peu, à cause de la porosité de la frontière avec l'Allemagne, évidemment. Et donc on s'est retrouvé avec, comme aujourd'hui on se retrouve avec des musulmans fanatiques, on s'est retrouvé avec des Allemands fanatiques, nazis, en Bohême même. Ce qui fait que Hitler a pu utiliser ces minorités qui passaient leur temps à dire qu'elles étaient martyrisées par les Tchèques, ce qui était en partie vrai d'ailleurs. Et en 1938, les accords de Munich ont autorisé Hitler à annexer ces minorités, ce qui fait qu'on a démantelé la Tchéquie, on l'a découpée en tranches. Toute la partie qui était de population allemande a été rattachée au Troisième Reich. Mais évidemment, en 1945, chute militaire du Troisième Reich. Et alors là, ça a été la vengeance des Tchèques, et les pauvres Allemands des Sudètes ont été expulsés brutalement. C'était la valise ou le cercueil, pour reprendre une expression que les pieds noirs connaissent bien. Il s'agissait quand même de 3 millions de personnes qui en 48 heures devaient déguerpir, sinon elles étaient assassinées. Hein, et les Alliés ont laissé faire. Donc ce qui est très inquiétant, c'est le caractère quasi inéluctable des violences internes dans tous ces exemples historiques. Parce que vous auriez dit à un Tchèque en 1939, vous savez, dans 6 ans, non, vous auriez dit à un Allemand des Sudètes plutôt, qui habitait Prague. Vous savez, dans 6 ans, il n'y aura plus un seul Allemand à Prague, on va tous vous couper la gorge, ou alors vous serez obligé de repartir vers l'Allemagne. Il aurait éclaté de rire, parce que il dit, mais je suis là depuis le XIIIe siècle, ma famille est là depuis le XIIIe siècle. Ça paraît invraisemblable. Et c'est simplement le regard historique a posteriori qui vous permet de voir comment des choses totalement invraisemblables pour les gens de l'époque sont devenues non seulement vraisemblables, mais vraies, réelles. Donc c'est une erreur de croire qu'une tragédie ne peut jamais arriver sous prétexte qu'on est en paix depuis un certain nombre d'années. Dans certains cas, alors ça c'est une autre hypothèse, évidemment, on peut assister à un suicide collectif. Alors on l'a vu avec les Amérindiens qui ont disparu petit à petit tellement ils ont été choqués culturellement, c'est le cas de le dire, par l'invasion anglo-saxonne en Amérique. Et puis les Allemands après 1945 aussi.
avec la natalité qui s'effondre, les gens qui n'ont plus confiance en eux-mêmes, qui ne sont plus patriotes, etc. Alors certes, les Amérindiens battus militairement ont survécu dans des réserves. Les Allemands, eux, n'ont pas été mis dans des réserves, c'est vrai. Mais ils ont perdu leur fierté nationale et ils ont perdu apparemment tout instinct de survie, pour une bonne partie d'entre eux. Leur démographie est totalement catastrophique. L'État s'en désintéresse totalement, mais alors totalement. Et en plus, il encourage une immigration illimitée de réfugiés du tiers-monde, ce qui est vraiment suicidaire, enfin de façon assez évidente. D'ailleurs, pour beaucoup de pays voisins de Mme Merkel, ils considèrent qu'elle pratique une politique suicidaire. Ils sont fous de rage contre elle. C'est le cas des Polonais, c'est le cas des Tchèques, c'est le cas de tous ces peuples-là, d'ailleurs, qui ont subi l'étranger pendant des années et des années. C'est le cas des Hongrois, oui. Alors, une éventuelle résistance ne viendra probablement pas des classes dirigeantes allemandes. Alors, sauf quelques cas, parce qu'il y a toujours des dissidents, bien sûr, y compris dans les classes dirigeantes. Alors, en Allemagne, je peux en citer deux, qui ne sont pas très connus en France, mais qui sont très connus là-bas. Les écrivains Thilo Sarrazin et Rolf-Dieter Zifferle. Le livre totalement iconoclaste de Sarrazin, qui s'intitule Deutschland schafft sich ab, l'Allemagne s'autodétruit, qui a été traduit en français, d'ailleurs. Ce livre s'est vendu à des millions d'exemplaires, à la stupéfaction d'ailleurs de tous les éditeurs et de tous les journalistes. Ils se sont demandé ce qui se passait. C'est un livre violemment anti-immigration et qui explique notamment que l'immigration fait baisser le coefficient intellectuel moyen de l'Allemagne. Alors ça fait un scandale terrible. D'ailleurs, Sarrazin a été l'objet de persécutions à la suite de son livre. Alors, son livre, c'est un succès colossal, mais il n'a pas été invité sur les télévisions, évidemment, malgré ses ventes gigantesques. Et ensuite, il a perdu son poste à la Bundesbank. Il était membre du conseil d'administration de la Bundesbank, la banque fédérale. Il a été carrément viré. Il a été viré. Parce que là, la Bundesbank, Mme Merkel avait la main dessus, donc elle pouvait demander, faire passer l'ordre de l'éliminer. Par contre, le Parti socialiste, parce qu'en plus c'est un socialiste, ce fameux Sarrazin, il était membre du Parti socialiste et évidemment, il y a eu des voix dans la direction du parti pour l'exclure. Mais ils ont renoncé à l'exclure parce qu'ils ont reçu des milliers de cartes, de courriers, de membres du Parti socialiste disant si Sarrazin est exclu du parti, on rend notre carte du parti. Et là, ils ont pris peur. Les dirigeants politiques du SPD ont pris peur. On a montré d'ailleurs que des sondages montraient que 50% des Allemands le soutenaient dans sa critique de l'immigration. Et on lui a même donné, puisqu'on a fait des tests pour voir ce que ça donnerait, 18% d'intention de vote s'il crée un parti. Mais il n'a pas créé de parti. Enfin, c'est un homme qui n'a jamais fait de politique de sa vie, donc il a eu un cri du cœur en quelque sorte, et puis c'est arrêté là. Et puis quant à Rolf-Dieter Zifferle, c'est plus récent, mais c'est pareil, c'est un homme qui a énormément de succès pour tenir des propos aussi de ce genre. Et mais enfin, il s'est suicidé, donc on ne peut pas dire qu'il a été, évidemment... Je ne dis pas qu'il ne s'est pas suicidé parce qu'il a été martyrisé, on ne sait pas d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, il n'a pas eu les problèmes professionnels qu'a eu l'autre. Alors... ceux qui, dans les milieux dirigeants, évidemment, s'attaquent aux valeurs, comme on dit, de la République, comme la théorie des droits de l'homme, ne se rendent pas compte que cette théorie des droits de l'homme met l'accent sur les droits et pas sur les devoirs, et qu'elle est parfaitement capable de détruire les normes morales d'une société. C'est une question d'interprétation. Les droits de l'homme peuvent être instrumentalisés comme les droits du criminel. Hergé, d'ailleurs, qui n'était pas dupe, dans Tintin en Amérique, vous pouvez relire peut-être cet album si vous l'avez chez vous, Tintin en Amérique fait parler le chef du syndicat des criminels de Chicago. Et le chef du syndicat des criminels de Chicago dit que le comportement de ce Belge qui est arrivé d'Europe, Tintin, fait planer une menace épouvantable sur nos libertés, dit-il. C'est le chef des criminels. Il fait planer une menace sur nos libertés. Il affirme que les droits des membres du syndicat sont menacés et que leur dignité humaine d'Américains est remise en cause. C'est assez cocasse de voir ce discours, mais je crois qu'il n'était pas dupe, effectivement, d'un certain discours où on passe sous silence les souffrances des victimes au profit des souffrances des criminels recherchés et arrêtés par la police. Alors on a eu un cas, vous savez, qui est un des cas les plus scandaleux d'ailleurs, mais enfin, qui n'a pas eu la publicité que ça lui méritait totalement, où la Cour européenne des droits de l'homme s'est illustrée, si je puis dire, mais elle en a fait d'autres. Elle s'est particulièrement illustrée la fois où elle a fait un arrêt, il y a un an à peu près, condamnant la France pour avoir arrêté des pirates en Somalie.
vous avez des pirates qui attaquaient les bateaux de commerce au large de la Somalie. Donc on a fait venir la marine nationale. La marine nationale a attaqué un bateau de pirates qui est arrivé pour attaquer un cargo. Le bateau de guerre a tiré sur le bateau de pirates, a coulé le bateau. Les types se sont mis à l'eau avec des bouées. Ils ont récupéré les pirates et les ont mis à fond de cale, en attendant de rentrer en France pour qu'ils soient jugés. Et alors, lorsqu'ils sont arrivés en France, ces pirates, ils ont trouvé des avocats visiblement compétents qui leur ont dit portez plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que la Charte des droits de l'homme impose que lorsqu'on arrête quelqu'un, il doit être présenté à un magistrat dans les 48 heures. Et vous n'avez pas été présenté dans les 48 heures à un magistrat. Évidemment, ils étaient en pleine mer. Et alors, mais ce n'est pas une plaisanterie du tout. La France a été condamnée à payer 600 000 euros... non, pardon, attendez, je vous dis des bêtises, il ne faut peut-être pas exagérer quand même. Non, c'est 6 000 ou 8 000 euros d'indemnité à chaque pirate, qui sont des criminels avérés. Hein. On était obligé de payer 6 000 euros avec les frais des contribuables pour chaque pirate sur ordre de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc vous voyez où on en est. Je constate d'ailleurs que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, on parlait bien sûr des droits de l'homme, on parlait des droits, mais on parlait aussi des valeurs, mais pas comme aujourd'hui. On parlait plutôt des vertus à l'époque, parce que les vertus exigent des efforts pour être pratiquées, alors que les valeurs sont des désirs illimités et qui s'opposent à l'être et à la réalité. Par exemple, on va opposer les valeurs des immigrés clandestins à l'être de la nation qui exige la protection des frontières. Et on va dire les valeurs des immigrés, c'est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Il faut... mais les valeurs, c'est une notion extrêmement discutable, parce que elles peuvent être interprétées comme on le veut, et surtout, il n'y a aucune contrepartie. Les vertus, il y a des contreparties qui sont le courage, qui sont des choses de ce genre. Alors, c'est comme ça. Il est bien évident que dans tous ces problèmes, il y a en bonne partie un problème de théorie de l'information. Vous allez me dire pourquoi le peuple aurait raison contre les élites, puisque par définition, il est moins savant. Alors, les classes dirigeantes, qui sont d'ailleurs pas très cultivées à notre époque en réalité, elles sont cultivées en droit, en économie, d'accord, mais je veux dire, elles manquent de culture générale. Les classes dirigeantes croient que seuls des experts peuvent prendre de bonnes décisions et que les opinions du petit peuple sont très loin de la réalité. C'est exactement la croyance qu'on avait à l'époque de l'Union soviétique, où on pensait que seuls les experts du plan pouvaient faire fonctionner l'économie et que les consommateurs de base étaient beaucoup trop nuls pour pouvoir acheter des voitures intelligemment. Si les bigots de l'expertise avaient raison, l'économie planifiée aurait dû être plus efficace que l'économie de marché. Confier les achats de voitures à des gens qui ne sont pas ingénieurs serait une erreur. Or, avec des millions de décisions des consommateurs et des investisseurs, l'économie de marché s'est révélée beaucoup plus efficace que l'économie planifiée. Pour les mêmes raisons, la politique décidée par des référendums s'avère meilleure, on le voit en Suisse, que la politique décidée par des hauts fonctionnaires. Parce que ce qu'on appelle la démocratie représentative, je l'ai développé dans d'autres circonstances, c'est en réalité un régime entièrement dominé par les hauts fonctionnaires. Et alors aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais, puisque le Parlement est composé, la majorité, je veux dire parlementaire, est composée de gens qui sont totalement incompétents. D'ailleurs, même Macron s'en inquiète, puisqu'il veut leur donner des cours maintenant. Bon. Mais pourquoi En Marche a-t-il choisi des gens aussi incompétents ? Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, en plus, je connais très bien l'homme qui a fait la sélection, qui s'appelle Delevoye. La raison pour laquelle ils ont été choisis, incompétents, c'est que les dirigeants sont fermement persuadés que les députés ne servent à rien. Ce qui est à peu près vrai, d'ailleurs, dans l'ensemble. Moi, j'étais député, j'étais inspecteur général et député. Quand j'étais inspecteur général, j'avais un vrai pouvoir sur le ministre, parce que mes expertises, on les prenait au sérieux, surtout qu'elles portaient sur le terrorisme. Et le ministre se disait, mince, si je ne suis pas l'avis des experts, et qu'il y a une bombe qui explose quelque part, on va dire que c'est de ma faute. Donc, résultat, j'étais très respecté dans mes expertises. Quand j'étais député, on m'a dit, tu votes pour le gouvernement, et puis arrête de nous emmerder avec des idées originales, etc. On ne demande pas des idées originales, les idées originales, on les a déjà. Elles sont dans les ministères. Et c'est là où j'ai découvert à quel point le député, même de la majorité, il est totalement démuni face aux hauts fonctionnaires qui décident de tout. Alors, le fait de confier les décisions à une minorité d'experts
c'est pas bon parce qu'en fait, la circulation de l'information ne se fait pas, ou ne se fait pas assez. Les innovations politiques réussies viennent en général plus du peuple que des élites. En effet, des millions d'informations sont collectées par les citoyens dans leur vie quotidienne. Les rapports de l'administration contiennent les mêmes informations formalisées, mais en fait beaucoup plus pauvres, et puis souvent sélectionnées par des biais idéologiques puissants. Les souffrances, notamment, contiennent en fait des informations extrêmement précieuses. On peut même dire que la souffrance chez les êtres vivants a été créée d'ailleurs pour donner des informations vitales. Chacun connaît l'histoire, on l'a tous vécu, d'une personne qui ne se soigne ses dents que si elle a mal. Tant qu'elle n'a pas mal, elle n'ira pas chez le dentiste. Bon, alors il y a des gens, bien sûr, plus cultivés, etc., qui vont le faire, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Quand 70% de Français disent dans les sondages qu'ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France, c'est complètement idiot de croire que ce chiffre de 70% est le résultat d'un endoctrinement. Qui est-ce qui aurait fait cet endoctrinement ? Le Front National, mais il ne détient ni la majorité aux télévisions, ni la majorité des journaux écrits. Bien sûr que non. C'est la réaction des gens à leur vie quotidienne, c'est ça. Le pourcentage est d'ailleurs d'autant plus élevé chez les catégories qui souffrent, personnes âgées, personnes très jeunes, personnes à bas revenus. Les classes dirigeantes ont beaucoup moins ce sentiment, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la même expérience de vie, hein, c'est ça. Et donc c'est cette circulation de l'information qu'il faut comprendre et que ne comprennent pas ou que ne veulent pas comprendre les bureaucrates. Parce que évidemment les bureaucrates à ce moment-là perdent une partie de leur pouvoir. Dans le cas de l'immigration, par exemple, le gouvernement base son action sur les rapports des préfets. Bon, ceux-ci embellissent toujours la réalité, car c'est leur intérêt, évidemment, en tant que préfet. Enfin, moi j'ai inspecté les préfets pendant 20 ans de ma vie, hein, donc je les connais bien. Ils sont comme tous les êtres humains, ni plus ni moins d'ailleurs, mais ils ont tendance à montrer ce qui va bien chez eux et puis à passer sous silence ce qui ne va pas, parce qu'ils ne veulent pas qu'après le gouvernement dise « Monsieur le préfet, c'est de votre faute si les choses ne vont pas ». Je me souviens avoir fait scandale un jour en séance plénière au Conseil régional d'Alsace en rapportant un propos que tenaient tous les chauffeurs de taxi de Strasbourg. Ah oui, alors là, j'ai fait un scandale terrible parce que j'ai rapporté la parole populaire. Alors vous allez voir, la parole populaire, c'est vrai qu'elle n'est pas très convenable, disons, pour les hauts fonctionnaires. Je leur ai dit, vous savez ce que veut dire tram ? C'est le tramway. On venait de construire un tramway à Strasbourg. Eh bien, dans le vocabulaire des chauffeurs de taxi de Strasbourg, tram, ça veut dire transport des ratons entre Auchan et Mammouth. Parce que la grande ligne qu'ils avaient faite, elle allait des magasins Auchan et elle se terminait au magasin Mammouth. Et il y avait plein de jeunes immigrés arabes, évidemment, qui allaient dans ce tram. Cette formule populaire exprimait ce que pensait beaucoup de monde. Les immigrés prennent le tramway pour aller d'un grand magasin à l'autre. Le mot raton était désobligeant, ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais n'était pas plus désobligeant que celui de Bosch pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, on n'aime jamais ceux que l'on ressent comme des étrangers. Je dis bien qu'on ressent comme des étrangers, mais c'est ça qui compte, c'est ce que les gens ressentent. Qui sont venus sans l'agrément des populations locales, parce qu'on n'a jamais demandé aux Strasbourgeois d'accueillir des Maghrébins au milieu d'eux. Hein, ça s'est fait contre eux. Alors après, évidemment, ils ont des réactions négatives, forcément. Et ça, c'est vrai en temps de guerre comme en temps de paix. Et vouloir absolument ignorer ces réactions, ou les mépriser, les condamner, les censurer, ça peut bien sûr retarder des explosions sociales, ça c'est sûrement vrai, mais c'est sûrement pas un moyen de résoudre, à la fin, le malaise qu'il y a dans l'opinion. Au contraire, on braque l'opinion de plus en plus contre les élites. Pendant la guerre, utiliser un mot péjoratif pour désigner les Allemands pouvait vous attirer des ennuis judiciaires sérieux. Ben, c'est exactement pareil aujourd'hui, si vous utilisez des qualificatifs désagréables envers une minorité quelle qu'elle soit. Les classes dirigeantes veulent contrôler le vocabulaire du peuple et n'hésitent pas à utiliser une législation analogue à celle que nous avons connue sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, je vais vous dire, moi, celui qui m'a le plus convaincu de l'aberration de ce genre de législation, c'est un homme qui est absolument innocent de toute tentation, je dirais, antisémite, raciste ou fasciste. C'était le prix Nobel d'économie Milton Friedman, que j'ai rencontré un jour à San Francisco. Et on me présente à lui en disant « Yvan Blot est un économiste français ». Il me dit « Oh, vous êtes français, monsieur ?» Il me dit ça en anglais, bien sûr. « Vous êtes français ?»« Ah, comme je vous plains !» Alors on a rigolé. Et puis je dis « Ah oui, vous me plaignez à cause de notre socialisme, de notre étatisme, de nos impôts très élevés, etc. Toutes sortes de choses que vous détestez, parce que Milton Friedman, c'est vraiment l'économiste libéral. » Il me dit « Non, bien sûr, je vous plains pour ça, mais ça, c'est pas grave, ça peut être résolu en 6 mois. Regardez Madame Thatcher, si vous avez un gouvernement vraiment très résolu, je vous assure qu'on peut réformer ces choses-là. Non, il y a des choses bien plus graves que ça,
Parce que ça, c'est beaucoup plus dur à réformer. Je dis, quoi? Il me dit, mais toutes ces lois que vous avez, que vous appelez loi mémorielle, loi antiraciste, etc., il me dit, mais ça, c'est épouvantable, c'est une atteinte à la liberté épouvantable, et vous vous en rendez même pas compte. Mais moi, qui suis un vrai libéral, moi, vous savez, ma famille a quitté le Troisième Reich à cause d'Hitler. Hein. Bon, on ne peut pas me soupçonner d'être antisémite quand même. Hein. Bon, eh bien, moi, je peux vous dire, moi, Milton Friedman, je trouve inadmissible qu'il y ait des lois, il n'y en a pas en Amérique, comme en France, des lois qui interdisent de dire du mal des Juifs. Complètement idiot. On a le droit, dit-il, dans un pays libre, on a le droit de dire du mal des Blancs, on a le droit de dire du mal des Noirs, on a le droit de dire du mal des Juifs, etc. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est si on en rencontre un dans la rue, lui flanquer le poing dans la figure parce qu'il est noir ou juif, ou blanc. Ça, on n'a pas le droit, mais il dit, mais il n'y a pas besoin de loi antiraciste pour ça. Il y a ce qu'on appelle le code pénal. Le code pénal fait qu'on n'a jamais le droit, de toute façon, de flanquer son poing dans la figure de quelqu'un dans la rue parce qu'il a un visage qui ne vous plaît pas. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une loi spéciale pour les Juifs, pour les Arabes, pour les Noirs, etc. Et là, vous vous engagez dans une destruction du vrai droit des libertés, que moi, en tant que théoricien des libertés aux États-Unis, je trouve ça absolument épouvantable. Je dis, mais professeur, c'est passionnant ce que vous dites, est-ce que vous pourriez le répéter à la télévision française? Ah, jamais, il me fait. Je dis, pourquoi? Parce que je connais votre télévision. Si je dis ça une fois, après, je ne serai plus jamais réinvité en France. Or, j'adore venir à Paris, qui est une ville merveilleuse, et donc je ne le dirai jamais en France. Voilà. Ah, ça, c'est la... Alors, donc, nous sommes dans une situation, évidemment, où non seulement on doit supporter des souffrances pénibles, mais on n'a pas le droit de parler. Bon. Interdiction de s'exprimer sur les médias. Donc, toutes les souffrances s'accumulent sur les mêmes têtes. Et après, comment voulez-vous qu'après, il n'y ait pas des réactions de révolte? Je pense d'ailleurs, pour ma part, que sur une période assez longue, que je ne saurais pas définir, les classes dirigeantes finiront par perdre, comme c'est le cas des dirigeants communistes en Union soviétique. Plus les citoyens souffrent en grand nombre, plus le système oligarchique qui dirige est affaibli parce qu'il ne veut pas admettre la réalité. Et puis il y a le problème des intérêts contradictoires. Je terminerai sur ce problème-là parce qu'il est important. Ce qui est tragique dans la politique, sinon ça serait facile de faire de la politique, si on arrivait à plaire à tout le monde, je prends une mesure, ça plaira à tout le monde et ça va avantager tout le monde. C'est ce qu'on essaie parfois de vous faire croire. Les mesures, n'est-ce pas, dont on dit elles sont gagnant-gagnant. Bon. Je ne dis pas que dans certains cas, c'est pas possible, mais 9 fois sur 10, c'est pas le cas. Ce qui est tragique dans la politique, c'est qu'en fait, vous êtes obligé de faire des choix qui feront porter la souffrance sur telle ou telle catégorie d'habitants, tout simplement parce qu'il y a des intérêts contradictoires. Alors j'ai un exemple qui vient d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le président de l'université de Reims vient d'annoncer que des migrants ayant envahi son université, il ne peut plus garantir la sécurité de l'université. Donc il décide de fermer l'université de Reims, et donc les étudiants ne peuvent plus travailler pendant tout un temps qui est absolument indéfini. Donc, victimes, 8000 étudiants privés de cours, ça c'est les victimes réelles qui sont prises par cette mesure, et en attendant, les migrants, on les laisse là, donc la souffrance est bien transférée sur les étudiants, ça c'est absolument clair. Et le comble d'ailleurs, c'est que le syndicat des étudiants, l'UNEF, bon c'est l'extrême gauche bien sûr, mais au lieu de défendre les intérêts des étudiants, comme c'est dans ses statuts, il a pris parti pour les immigrés, en disant qu'ils avaient parfaitement le droit de rester dans l'université. Affaire à des véritables fous. Alors il est évident qu'il n'y a pas de contradiction à court terme entre l'oligarchie dirigeante et les immigrés. Ceux-ci freinent par leur présence la hausse des salaires, occupent à bas prix des postes peu qualifiés dans le secteur des services, ça rend des services quand même. Bon. L'opposition d'intérêt, elle existe beaucoup plus entre les Français modestes et les immigrés. Mais cette opposition d'intérêt, on ne veut pas l'admettre, et les médias la cachent autant qu'ils peuvent. Mais ça se traduit bien sûr ensuite dans les votes. L'oligarchie actuelle choisit donc de réduire la souffrance qui porte sur les immigrés, même illégaux d'ailleurs, pour reporter un supplément de souffrance sur les Français du peuple. Ce choix est occulté par les médias officiels. Il y a une exception, et il y a 2-3 jours, c'est le Figaro quand même, qui a plus ou moins chiffré le coût de l'immigration en montrant que ça coûtait des milliards et des milliards. Puis en même temps, il y avait d'autres articles qui disaient que le gouvernement ne pouvait pas baisser les impôts. Alors évidemment, on ne peut pas baisser les impôts parce qu'on dépense des milliards, effectivement, pour les étrangers, mais qui sont des gens qui n'ont pas été élus et qui ne payent pas d'impôts. Donc l'injustice est absolument flagrante dans cette affaire-là. Alors, le choix est occulté par les médias officiels. Cela ne peut pas se faire en permanence sans qu'un jour il y ait des conséquences politiques. L'accumulation des souffrances sur les mêmes personnes conduira fatalement à une radicalisation des sentiments et des comportements.
C'est comme ça qu'ont commencé toutes les guerres civiles interethniques dans l'histoire. Et là, encore une fois, il faudrait étudier l'histoire, mais la formation, la culture historique, vous savez, de nos hommes politiques est à peu près proche de zéro. Moi, j'ai l'occasion de fréquenter des hommes politiques russes. Bon, je dirais pas, Poutine, je l'ai vu qu'une seule fois, donc je ne vais pas dire que je le fréquente, ça serait excessif. Mais je connais bien le président de la Douma, M. Volodine, etc., des ministres russes, le président de la commission des affaires étrangères, qui est un type exceptionnel qui s'appelle Pouchkov, que mon épouse connaît très bien aussi. Sont des gens qui ont une culture historique que vous n'imaginez pas. Et quand vous comparez avec les hommes politiques français, si vous voulez, c'est pitoyable. Moi, je me souviens, bon, je veux pas le diaboliser particulièrement, j'ai rien de particulier contre lui spécialement. Je vous le cite parce que là aussi, c'est un exemple vécu et qui est quand même flagrant. J'ai une rencontre avec Sarkozy où on parle de la Russie, parce qu'il me faisait confiance sur mes connaissances de la Russie, donc de temps en temps, il voulait que je lui en parle. Bon, je lui parle de la Russie. Et je lui dis, est-ce que tu sais que les Russes ont sauvé la France 3 fois? Alors ça, c'est un truc que les Français savent pas, généralement. Moi, je l'ai appris par les Russes. Il me dit, non, quand ça? Je dis, d'abord en 1815. En 1815, la France est occupée par les troupes alliées, dont les Russes d'ailleurs. Et les Prussiens et les Autrichiens veulent découper le royaume de France, parce qu'ils se disent, le royaume de France, qu'est-ce qui nous emmerde depuis Louis XIV et même avant? Une armée trop forte, ils nous envahissent, etc. Napoléon, alors là c'est le comble. Il faut que ça cesse. Donc pour faire cesser ça, il faut découper le royaume de France en 3 ou 4 royaumes plus petits. La Bourgogne, par exemple, ça sera un royaume. Bon, on aura la paix. C'était le point de vue des Allemands et des Autrichiens qui pesaient beaucoup aussi dans les négociations de Vienne, du traité de Vienne en 1815. Talleyrand a essayé de résister à ça. Il n'a trouvé qu'un seul appui. Mais alors un appui de taille, c'est le cas de le dire parce qu'il faisait 2 mètres de haut, c'était le tsar. Le tsar Alexandre a dit non, la France, moi, le royaume de France, je tiens à ce qui est toujours un royaume de France. Je ne veux pas qu'on le découpe en tranches, parce qu'il ne voulait pas, en fait, aussi. Je ne dis pas que c'était uniquement par amour de la France, encore que souvent les élites russes ont toujours été très francophiles. Ils apprenaient le français tout petit, etc. Ils aimaient bien la France. Et on le voit encore maintenant, quand vous allez en Russie, vous sentez très bien, vous dites je suis français, vous voyez que les gens sont plus aimables qu'avant. Et le tsar donc avait probablement ce tropisme qui était fréquent dans l'aristocratie russe, mais en même temps il s'est dit on va avoir une énorme Allemagne ou une énorme Autriche et on va se battre avec eux. Le contrepoids pour la Russie, c'est la France, c'est évident. De même que la France a utilisé la Russie comme contrepoids contre les Allemands aussi pendant la guerre, quand elle a pu. Donc, on ne touche pas au royaume de France. Bon, alors, donc ça, c'est la première fois. Alors Sarkozy me dit, c'est formidable, j'avais jamais réfléchi à ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et il me dit, mais alors les 2 autres fois, c'est quand? Je dis, la deuxième fois, alors la deuxième fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le maréchal Joffre et le maréchal Foch, tous les deux d'ailleurs, qui ont dit officiellement que si le tsar n'avait pas attaqué l'armée allemande en 1914, les Allemands s'emparaient de Paris. Parce que le rapport de force était tel que normalement l'Allemagne devait s'emparer de Paris. Et quand le tsar a appris ça, le tsar a dit il faut attaquer l'Allemagne sur sa frontière est pour qu'elle retire des régiments de France et qu'elle les mette contre nous. Et ça allégera la tâche des Français. Et l'état-major a refusé. L'état-major russe a refusé en disant non, on n'est pas prêt. L'armée russe n'est pas prête. Et le tsar a dit ça m'est égal. Le plus important, c'est qu'il faut absolument empêcher les Allemands de prendre Paris. Et donc l'armée russe est partie dans d'assez mauvaises conditions à l'attaque contre les Allemands. Les Allemands ont été précipités, ils ont été obligés de prendre 3 régiments qui étaient sur la bataille de la Marne et puis de les ramener à l'Est. C'est les 3 régiments qui leur ont manqué pour s'emparer de Paris. Donc ça a changé la destinée de la guerre de 14-18. Donc on peut dire, effectivement... Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le maréchal Joffre et le maréchal Foch, tous les deux dans des déclarations séparées, qui ont dit, s'il n'y avait pas eu cette décision du tsar, on était probablement perdu, on perdait probablement la guerre. Donc c'est eux qui le disent, c'était les généralissimes français quand même. Bon. Alors là, Sarkozy est encore plus sidéré. Là. Il ne savait pas ça. Mais enfin, ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et puis la troisième chose, il me dit la troisième fois, je dis la troisième fois, là tout le monde la connaît, c'est en 1945, parce que c'est quand même les Russes qui ont pris Berlin. Bon, et 80% des forces allemandes se battaient contre les Soviétiques. Il n'y aurait jamais eu de débarquement en Normandie s'il n'y avait pas eu le front russe. Si le front russe était arrêté, ça veut dire que 80% des troupes allemandes arrivaient à l'ouest, et là, on était sous occupation allemande pour toujours. Donc, même si on n'aime pas le régime soviétique, il faut bien admettre que c'est grâce à l'Union soviétique qu'on a vaincu Hitler. Bon.
Alors il me dit oui, bah, ça effectivement, ça je le savais, bon ça c'est connu. Il me dit mais il y a un truc que j'ai pas très bien saisi. Rappelle-le-moi parce que je voudrais pas dire de bêtises. C'est donc en 1917 que les Russes attaquent l'Allemagne et sauvent la France. Je lui dis mais enfin Nicolas, 1917 c'est la révolution bolchevique. Il n'y a plus d'armée allemande. Il y a eu le traité de Brest-Litovsk. Les Russes ont complètement capitulé. Non, c'est en 1914 bien sûr. Je lui dis pas en 1917. Il avait l'air surpris. Alors je me suis dit, mais c'est dingue. Cet homme est président de la République et il confond 1914 et 1917. Bon, non, que l'homme de la rue confonde, bon, on peut comprendre. Mais là, quand même, c'est un peu fort. Donc, vous voyez, ça, pour un... Bon, je raconte cette anecdote parce qu'elle est flagrante sur le manque de culture de nos élites politiques. Alors, comment sortir de l'impasse, vous allez me dire. Alors, bon, enfin, ça, on a toute l'année pour en parler, mais... Je dirais il y a trois conditions au départ. Comprendre la théorie de l'information informelle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'information qui vient de la vie de tous les jours. Friedrich Hayek, le prix Nobel d'économie, a exposé de façon magistrale l'importance de cette information dans 2 de ses livres, Droit, législation et liberté et La prétention fatale. Dans ces 2 livres, il explique effectivement que la masse d'informations qui n'est pas formalisée par des procédures bureaucratiques est gigantesque. Et c'est pour ça que l'économie de marché marche. Parce qu'effectivement, les clients, ils apportent, avec leur vie quotidienne, ils savent très bien la voiture qu'il leur faut. S'ils vivent dans une grande ville, ils vont acheter une petite voiture. S'ils vivent à la campagne, ils vont acheter une voiture plus grosse, etc. Et donc, c'est le consommateur qui, lui, qui est incapable de construire une voiture. C'est vrai que le client de base est incapable de savoir comment sa voiture marche, surtout que maintenant, elles sont complètement électroniques. Donc, autrefois encore, on pouvait connaître un peu la mécanique. Donc le consommateur en fait se débrouille très 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 bien. Alors il y a une histoire qu'on racontait à propos de l'économie planifiée justement qui montrait à quel point ça marchait pas. Alors l'économie planifiée en théorie c'était beaucoup mieux puisqu'il y avait que des gens super intelligents dans les ministères qui décidaient de ce qu'il fallait produire. C'était le cas de l'Union soviétique. Mais ça marchait pas, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun moyen de connaître les besoins réels de la population à la base. Si le besoin est mesuré par le prix et par le nombre d'acheteurs, bon, bah là, c'est très clair. On sait très bien ce dont les gens ont besoin et on construit en fonction des besoins des gens. Mais dans le système de planification, c'est pas comme ça que ça marche. On va raconter l'histoire d'une fabrique d'épingles en Russie, en Union soviétique plutôt. Et cette fabrique d'épingles fabriquait des milliers d'épingles, mais des épingles qui étaient tellement petites qu'on ne pouvait pas les utiliser pour mettre dans ses vêtements, etc., tellement elles étaient petites. Pourquoi ? Parce que le patron de l'entreprise, qui était un ingénieur, avait dit qu'il faut utiliser le moins d'acier possible dans les épingles pour fabriquer le maximum d'épingles possible pour remplir les obligations du plan en utilisant le moins de matières premières possible. Et là, on va dégager effectivement des très bons résultats vis-à-vis des ministères centraux. Et donc, il faisait des épingles tellement petites qu'elles ne servaient à rien, on ne pouvait pas les utiliser. Alors, au sommet, le grand planificateur qui avait du Gosplan a dit on a un mauvais critère de décision pour les épingles, pour les fabriques d'épingles. Maintenant, il ne faut plus du tout mesurer le résultat de la production en nombre d'épingles, puisque ça donne des résultats absurdes. Donc désormais, ça sera en poids. On mesurera en poids le résultat de telle ou telle usine. Et à ce moment-là, la même usine s'est mise à construire des épingles géantes, comme des fusées. Évidemment, parce que c'était ce qui permettait d'optimiser le critère du plan. Donc on ne peut pas y arriver. Si vous voulez. Donc ces millions d'informations, elles viennent du marché, de gens qui sont ni plus ni moins géniaux que les autres, mais c'est ce qui permet à l'économie de marché de fonctionner. Bon, bah, c'est pareil en politique, si vous voulez. Si vous ne voulez pas avoir les informations qui viennent de la population, si vous limitez uniquement au rapport des préfets, etc., vous aurez une vision complètement fausse. Vous allez perdre une énorme quantité d'informations qui fait que la situation sociale réelle du pays va devenir pour vous incompréhensible. Puis après, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que le Front National a des succès aussi importants, par exemple ? Bon, on ne comprend pas. Bon, eh bien, on ne comprend pas parce qu'on ne comprend pas les mécanismes de circulation de l'information à l'intérieur de la population qui permettent de prendre des bonnes décisions ou des mauvaises décisions. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point très important, c'est qu'il faut considérer que la souffrance sociale est un ensemble de signaux liés à une situation donnée. Cette souffrance sociale peut être une force motrice de l'innovation. Souvent, les innovations politiques, je veux dire, pas techniques, bien sûr. Les innovations politiques trouvent leurs origines dans les classes populaires et pas dans les classes dirigeantes, à cause de ça. Le suffrage universel permet à des forces populistes, patriotiques, traditionnalistes de s'exprimer, alors que les canaux de communication, contrôlés par les hiérarchies traditionnelles, sont obstrués par une censure sociologique et même parfois une censure juridique
comme le disait Milton Friedman. Donc, il faut effectivement que les mécanismes, là aussi, je disais de circulation d'informations tout à l'heure, là, de circulation d'informer les dirigeants sur la souffrance sociale réelle dans le pays, il faut que ces informations-là arrivent au niveau des dirigeants. Ce n'est pas le cas du tout. Et troisièmement, il faut cesser de s'illusionner sur la capacité des classes dirigeantes à comprendre les sentiments populaires et à éprouver de l'empathie pour le peuple. Parce qu'on trouvera bien sûr toujours des individus, bien sûr, qui échappent au comportement de leur classe, qui sont capables de prendre du recul et qui sont capables d'apprécier à leur juste valeur les sentiments populaires. Les classes dirigeantes tiennent d'ailleurs un discours charitable, souvent, qui est en fait un masque qui cache un égocentrisme profond. Toutes les réformes profondes se font par l'adhésion de la majorité du peuple qui a réussi à faire alliance avec une partie de la classe dirigeante. Historiquement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Cette partie correspond notamment aux professions qui sont au contact des souffrances. Par exemple, un policier de la brigade anti-gang ou un enseignant qui exerce en banlieue. Il est mieux à même de comprendre ce qui se passe qu'un inspecteur général qui reste dans les salons du ministère de l'Éducation nationale, évidemment. Ces derniers, les fonctionnaires de ministère sont au pouvoir, bien sûr, mais ils vivent dans une bulle qui les protège des dangers qui frappent la population ordinaire. Les gens qui ne voient pas, je dirais physiquement en quelque sorte, le chômage, la délinquance de rue, l'immigration de masse, la constitution de mafias ethniques, etc., ont tendance à sous-estimer totalement ces phénomènes-là. Et quand ils sont d'ailleurs aux prises avec la réalité physique de ce que je dis, souvent, alors ça crée une prise de conscience chez eux, mais ils sont bouleversés. J'ai eu un cas comme ça de bouleversement. C'est un de mes jeunes collègues qui était sorti de l'ENA, qui avait des idées tout à fait généreuses, comme on dit aujourd'hui. Et alors, il est venu avec moi inspecter l'île de Mayotte, qui est un département maintenant. Et dans cette île de Mayotte, on constatait qu'il y avait plein d'enfants qui n'étaient pas scolarisés ou qui étaient scolarisés dans de très mauvaises conditions parce qu'ils étaient une centaine par classe, etc. Alors qu'on envoyait beaucoup d'argent pour construire des classes nouvelles. Et alors nos investigations nous ont conduit à nous rendre compte que l'argent arrivait bien à Mayotte, mais ensuite était distribué aux élus, et qu'ensuite cet argent se volatilisait. Alors une partie servait à construire les classes, bien sûr. Une autre partie, alors le sommet, je vais vous le dire, sans donner de nom d'ailleurs, mais la plus grande partie de cet argent partait à Madagascar, où le président du syndicat des constructions scolaires, qui était un élu de l'île de Mayotte, bien sûr, construisait des boîtes de nuit et des bobinards avec l'argent des constructions scolaires. C'est pas mal. Quand j'ai dit ça à Valls, je peux vous dire qu'il est devenu blême. Et il m'a dit, ça reste entre nous. Je dis, mais enfin, monsieur le ministre, il faudra quand même prendre des mesures pour essayer d'éviter cette déperdition d'argent, d'énergie, etc. Bien sûr, il faudra prendre des mesures, etc. On verra ça en son temps, etc. Bon, à ma connaissance, on n'a rien fait. Et alors, mais je veux dire, ce qui est le plus intéressant, c'est... Bon, ça, c'est triste. Bon, enfin, c'est intéressant de le savoir, mais le plus intéressant, c'est pas tellement ça. C'est la réaction qu'a eu l'ancien... parce qu'il y avait un ancien... responsable du syndicat des constructions scolaires qui était un Mahorais, un type du cru, quoi, qui était noir comme du charbon, et qui a bien voulu me voir, mais à condition que ce soit secret, donc dans un lieu secret, parce qu'il avait peur de se faire massacrer par ses coreligionnaires, pour ce qu'il nous dirait. Et donc il nous a décrit la situation, etc., il nous a décrit le système politique mahorais, où les tribus s'emparent du pouvoir chacune l'une après l'autre, et à ce moment-là, on s'en met plein les poches, et puis ensuite, on fait exprès de se faire battre au suffrage universel pour que ce soit une autre tribu qui prenne le pouvoir et qui se serve, etc. Mais il a expliqué tous ces mécanismes-là, qu'à Paris, visiblement, personne, même au ministère des Affaires d'Outre-mer, il est tellement au courant. Bon. Et puis le sommet, c'est quand il a dit mais si vous voulez vraiment arrêter cette corruption qui existe dans notre île, monsieur l'inspecteur général, je vous en prie, envoyez-nous des blancs. Je dis quoi? Oui, des blancs. Comment ça, des blancs? Oui, des métropolitains, quoi, comme vous. Parce qu'on sait que vous êtes honnête. Enfin, par rapport à nous, les Mahorais, nous, on est tellement voyous, on est tous comme ça. Donc, il y aura toujours du coulage, etc., sauf si vous faites venir des fonctionnaires métropolitains qui, eux, remettront de l'ordre et de l'honnêteté. Et là, j'ai vu mon jeune adjoint sorti de l'ENA, qui était un peu mai 68 ans, etc., qui est devenu complètement blanc. C'est le cas de le dire. Moralement. Et quand on est sorti de là, je lui ai dit, tu as vu, hein?
Pas moi qui l'ai dit, hein, parce que moi, tu m'aurais accusé, je sais pas, d'avoir de mauvaises idées, sans doute. Mais c'est un type du cru, qui le dit lui-même. Il dit, on n'est pas honnête, aucun d'entre nous n'est honnête. Alors, il y a toujours des exceptions, d'ailleurs, la preuve, lui, en était une. Mais il dit, en général, les Mahorais sont pas honnêtes. Bon, ce sont les Blancs qui sont honnêtes, donc il faut mettre des Blancs pour contrôler les postes importants de l'administration. Il me dit, ah ouais, c'est dur d'entendre ça, il m'a fait. Je dis, bah, oui, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, une autre du même genre, d'ailleurs dans des îles que j'ai aussi inspectées autrefois dans le passé, vous avez eu un cyclone là, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Il y a eu plein de pillages à Saint-Martin, on en a parlé. Vous remarquerez, il n'y a pas eu un seul pillage, ou pratiquement pas, à Saint-Barthélemy. Quelle est la différence? C'est très simple, Saint-Barthélemy est peuplé de blancs, et Saint-Martin est peuplé de noirs. Alors ça, je vous le dis parce qu'on est entre nous, et j'espère encore qu'il y a la liberté de parole quand même dans cette pièce. Mais vous ne pouvez pas dire ça à la télévision, évidemment, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que si vous avez une population, je dirais, du tiers-monde, pour ne pas utiliser une couleur, eh bien, il faut mettre 3 fois plus de forces de l'ordre quand il y a une catastrophe pour éviter les pillages. Parce que eux, leur réflexe culturel, c'est le pillage. Donc, mais s'ils voient des forces de l'ordre très puissantes, des tanks défiler dans les rues, alors là, ils ont la trouille, ils ne bougent pas, évidemment. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous avez une population, j'allais dire normale, comme disait Coluche, population qui, elle, ne se comporte pas comme ça quand il y a des pillages. Bon, enfin voilà, là je suis arrivé au bout, disons, du politiquement incorrect. Et pour conclure, je dirais, je vais essayer de remonter un peu, en disant, Lamennais a écrit Le désordre engendre la souffrance. Schopenhauer a écrit L'homme est au fond une bête sauvage. Nous ne le connaissons que dompté, apprivoisé, dans un état qu'on appelle la civilisation. Que les chaînes de l'ordre légal tombent, que l'anarchie éclate, dit Schopenhauer, c'est alors qu'on voit réellement ce qu'est l'homme dans toute sa crudité. Et moi j'ajoute, on l'a vu au XXe siècle avec les révolutions et les guerres mondiales, avec les génocides, avec les massacres, etc. Les classes dirigeantes ont montré un aveuglement criminel, d'abord en 1914. Parce que c'est les classes dirigeantes qui sont responsables de la guerre de 1914, quand même. Ils ont mal géré, disons, les problèmes d'accords transcontinentaux qu'il y avait à l'époque. Ensuite, ça a recommencé. On a mal géré l'entre-deux-guerres et on a laissé Hitler progresser et puis déclencher une seconde guerre mondiale. Ce qui est frappant, quand même, c'est que, bon, on ne peut pas accuser les peuples de ne pas avoir vu venir ces événements, parce que les peuples, ils ne sont pas informés de ce qui se passe. Enfin, le Français, dans son village, il ne savait pas ce que Hitler déclarait dans une brasserie en Bavière à la même époque. Hein. Mais les dirigeants qui, eux, ont des informations, des dépêches diplomatiques, etc., ils sont incapables de réagir, ou alors ils réagissent extrêmement tardivement. Et je dirais, nos classes dirigeantes actuelles ne valent évidemment pas mieux que celles de 1939 ou que celles de 1914. C'est pourquoi il faut s'en méfier énormément, écouter les voix qui viennent du peuple, écouter aussi notamment les voix qui viennent de la souffrance du peuple, avant qu'il ne soit trop tard, et avant qu'on ait un jour, alors, je ne sais pas quand, peut-être très loin, évidemment, je l'espère d'ailleurs, mais avant qu'une guerre civile finisse par se déclencher, parce que c'est comme ça que ça peut se terminer. Dans l'histoire, c'est arrivé des tas de fois. Et comme l'a dit le philosophe Heidegger, à la suite du poète Hölderlin, c'est toujours au sein du danger même que croit, au sens de croître, que croit ce qui va nous sauver. Donc c'est effectivement probablement là où les problèmes sont les plus délicats qu'on trouvera les gens les plus conscients et qui pourront trouver des solutions aux difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Merci de votre attention. Bon, on a encore 5-10 minutes si vous voulez pour des questions, hein, c'est encore possible. Oui, ça.